Bah ça se dit kebabier, non? Ça se dit vraiment? Maître Kepi. Je suis maître kebabier. Depuis 1400. Je fais ma pâte aux œufs de pingouin. Pardon. Je l'ai là, mais Référence. c'est nul comme référence. Ouais, c'est une référence au chevalier Las Palais. Voilà, bah. Ils sont fourrants en bois. Oui, c'est ça. Four à bois. Non, four en bois. Parce que les copeaux de cendre retombent dans la pâte quand elle est cuite. Mais dis-moi, c'est pas dangereux. Allez, arrêtons. Stop. Corentin du futur, je t'interdis de mettre ça dans le montage final. Mais comme c'est un enculé, de toute façon, il va le mettre en... Alors, passons, je disais donc à Parasite, qui a... qui a fait partie, il me semble. Ah non, justement, toi t'avais un avis un peu différent. Parasite, moi, alors c'est rigolo parce que je me mets, comme je disais, des notes et j'ai pas réussi à lui mettre la note de 20, effectivement. Donc peut-être que là, je vais peut-être regarder dans ton sens. Et je sais même pas pourquoi. C'est en fait, à chaque fois que je mettais une note, on va dire un peu objective. J'essayais en me disant bon, voilà ce que je pense du film techniquement, machin. Et après, je majorais ou minorais la note en fonction de mon ressenti. Je me posais toujours la question est-ce que là t'as envie de le revoir, par exemple? C'est pas une bonne façon de faire parce qu'il y a des films qui peuvent être une expérience très éprouvante qu'on peut avoir adoré qu'on n'a pas envie de revoir justement à cause de ça. Je pense des Oranges Mécaniques, des trucs comme ça, voilà, par exemple. Mais effectivement, Parasite, je me suis demandé est-ce que là tout de suite tu voudrais le revoir? Bah, pas forcément, tu vois. Voilà. Mais après j'ai mis quand même 19, tu vois, au final, hein, sur mon truc. Mais voilà, je me t'ai dit tiens, pas forcément. Donc pourquoi est-ce que j'ai essayé de mettre des raisons dessus. Est-ce que je trouve finalement que le film aussi a peut-être été survendu? Je sais pas. Bon, mais mis à part ça, on en discutera avec toi en son heure après. Je trouvais que le film était excellent. Effectivement, je trouve le plan que met en place la famille, du coup, pour parasiter littéralement la famille, est assez savoureux. En fait, c'est ça. Je crois que moi, c'est cette séquence que j'ai le plus aimé et limite, elle se termine trop tôt pour moi. Comment ils arrivent à intégrer chaque personne, c'est fait presque en montage, tu sais, à la Ocean's Eleven. Tu vois, et je trouve que ça dure pas assez longtemps. Tu vois, j'aime, c'est jouissif. Tu vois comment. C'est presque clip show. Ouais. Sur le. C'est ça. C'est presque comme un clip show. Donc du coup, j'ai beaucoup aimé cette histoire et bien sûr sur le propos finalement politique, je trouve ça effectivement. De toute façon, on le sait hein, que Bong Joon-ho, c'est un socialiste, que c'est quelqu'un voilà de très porté sur ces idées-là et ça rejoint une espèce de tendance qu'il y a eu cette année dont on rediscutera après avec Joker, avec Parasite et avec Us, des films qui abordent clairement les mêmes thématiques sous des angles différents. Donc c'est pour ça que oui, effectivement, Parasite c'est un triple A, clairement. Que dire sur Parasite? Enfin, si moi, au contraire, tu vois, ça fait partie des films que j'ai envie de revoir, mais que je pourrais voir 2 fois d'affilée, parce que je pense qu'à chaque visionnage, tu découvres des nouvelles choses. Tellement il y a une richesse dans la composition des plans, dans la façon dont l'histoire évolue. Pour moi, c'est un film qui se re-regarde justement. Il y a des films que j'ai adorés et que pendant un temps j'ai cru que ça faisait partie de mes films préférés. Je pense notamment à Her. Et tu vois, typiquement, tu dis il y a des films que t'as pas envie de revoir. Et ben Her, quand je l'ai vu, j'ai été émerveillé. Et quand je l'ai revu, je me suis dit ah ben en fait c'était pas si extraordinaire que ça. Et j'aurais préféré garder ce souvenir du film, ce moment-là où je l'ai vu et que j'ai adoré. Alors que tu vois, Parasite, j'ai adoré mon premier visionnage et je l'ai pas revu, mais j'adorerais le revoir et je pense que au contraire ça me dérangerait pas. Alors qu'il y a des films extraordinaires que t'as pas nécessairement envie de. Tu les reverrais pas avec plaisir. Tu te dis une fois c'est bon, ça m'a mis une claque, mais j'en reste là quoi. Alors au contraire, Parasite, c'est tellement élaboré, je trouve, comme mise en scène, comme montage, et puis un peu cette, c'est très rapide en fait. À la fin du film, enfin où tout commence à partir en couille, sans spoiler. Non. Mais mec, non je spoil pas. Par contre. À la fin du film. Oh non. Bon, on coupe. Captain Spoil. Rosebud. Un moment dans le film. En fait, Rosebud, du coup, dans Citizen Kane. En fait, c'est le. Mais tu persistes.
Putain, récidiviste. J'ai pas fini le mot. De mettre des sons de trompette dégueulasses pour te couper, Quentin, c'est insupportable. Reprends, donc Parasite. Il se passe un moment dans le film où des choses se déroulent de manière précipitée. C'est pas du spoil. Non, ça va, là. Ça va. Avec une intensité où on s'attend pas à ce que ça se déroule de manière aussi rapide. Et justement, ce genre de scène, t'as envie de revoir à quel moment c'est parti en couille, tu vois. Et Et du coup, quand le. Mais non, mais putain, Je mettrai un son de trompette. oui, tente nous aller. Je me rajoute du temps de montage. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur Parasite, Antonin? j'ai aimé le film, hein, vraiment. J'ai trouvé qu'il était à la fois accessible, en même temps qu'il y avait un propos quand même qui était assez, alors on va pas dire subtil parce que c'est quand même assez voilà gros, mais que le propos était à la fois accessible et bien amené quoi. Donc c'est vrai que le film est bien. J'ai trouvé peut-être qu'il était un peu mais c'est toujours pareil, c'est peut-être pas le film en lui-même le problème, mais c'est peut-être un peu comme Avengers ou Joker. J'ai trouvé que on l'avait un peu survendu, mais c'est pas de la faute du réalisateur. Et notamment quand tu regardes à Cannes, ouais, du coup, je crois qu'il a eu la palme du meilleur film. Palme d'or, ouais. Ça fait vraiment un peu hypocrite en plus quoi, quand c'est Cannes qui récompense des films comme ça. Mais enfin bon. Mais ça, pardon, chaque année c'est pareil. Mais bon. Comme le Lion d'Or à Venise pour Joker, ça paraît aussi un peu tout à fait. Voilà. Et du coup, ouais, j'ai trouvé qu'on l'avait un peu survendu comme le film, un film qui réinventait beaucoup de choses, alors que il est d'une stricte application finalement de comment tu peux montrer le mieux ton message, de comment t'amènes l'histoire, comment tu captives l'auditoire pour lui faire passer ton message, mais qui est pas, je veux dire, il révolutionne. C'est drôle d'ailleurs. Il révolutionne rien quelque part. À part, oui, il porte un message clairement, voilà. Mais voilà, du coup, c'est pas vraiment le film en lui-même le problème, je pense. Oui, ce que je voulais dire, c'est que en fait, je me dis, si je réfléchis, un film que j'aimerais revoir avec la même thématique et que je trouve encore plus divertissant, c'est-à-dire qui arrive à être un film de divertissement et qui dit la même chose, et ben en fait c'est Snowpiercer. Je trouve qu'au final, pour moi, le vrai chef-d'œuvre de Bong Joon-ho, c'est Snowpiercer. Je trouve que Parasite, en fait, c'est son film. C'est vachement plus cryptique, hein, quand même. C'est-à-dire par rapport aux thématiques. Ouais, il est moins facile d'approche. Et la preuve, c'est qu'il a moins marché. Enfin, je veux dire, c'est de la SF. Faut vouloir y aller. Oui, c'est et ensuite il faut avoir le propos. En plus, l'histoire est pas toujours très claire. Je trouve qu'il est moins facile d'approche. Disons que ça dépend comment tu vois les choses, parce que moi je suis d'accord avec Quentin, je pense que c'est plus explicite dans le sens où t'as clairement, est-ce que les gens vont faire le lien, si tu veux, avec un propos politique, peut-être pas, mais par contre ils vont comprendre le fait que t'as un train et plus tu avances dans les wagons, plus tu montes dans les sphères de la société, enfin tu vois ce que je veux dire, ils vont voir que clairement le tout dernier wagon c'est les chiens de la casse, et après t'arrives jusque à l'avant du train, et c'est ça que je veux dire, c'est que justement c'est ça le truc, c'est que quelqu'un qui est pas forcément sensibilisé à des propos politiques de la sorte, je crois qu'il va apprécier Snowpiercer quand même. Est-ce que cette même personne apprécierait Parasite? Tu vois, c'est ça que j'ai l'impression qu'avec Parasite, ça dépend de son âge, mais ça dépend de son âge certainement, mais ce que je veux dire, c'est j'ai le sentiment que Parasite, c'est le film où Bong Joon-ho, si on met le propos de côté, il veut être le bon élève. C'est-à-dire qu'il fait son vrai film d'auteur qui est magnifique, hein. Je veux dire, encore une fois, c'est très très beau. Tu as raison sur la composition du cadre et sur genre de choses, c'est extrêmement réfléchi, mais tu sens que c'est un film, je vais pas dire film à Oscar, tu vois, comme on disait l'autre fois, parce que c'est pas la même chose que ça recoupe, mais c'était clairement, oui, le film qui va se taper sa palme d'or et tout. C'est pas une critique en soi, mais c'est pas non plus étonnant que finalement Cannes décide de récompenser celui-là. Parce que dans la forme, il répond au canon canien. Je sais pas si je suis clair. Voilà, c'est ça, ce qu'on va appeler grand cinéma. Alors que Snowpiercer, qui raconte
en gros la même chose en soi. Mais Snowpiercer va pas casser la baraque à Cannes parce que c'est de la SF, parce que c'est un film d'action, parce qu'il y a du combat, parce que tu vois. Donc c'est ça que je veux dire. Et moi, c'est Evans en plus qui joue le rôle principal. ah oui c'est vrai. Ah putain, je crois que j'avais même pas reconnu, tu vois. Oui mais ouais oui je crois qu'il a raison. Mais effectivement je l'ai pas reconnu. Donc Chris Evans dans Snowpiercer, ok. Mais voilà, mais tu vois, alors c'est peut-être moi un de mes défauts qui est que j'aime quand c'est peut-être aussi voilà mon amour pour Carpenter et tout. J'aime quand des films sont, le cinéma c'est du divertissement et j'aime quand ils sont à la fois profonds et à la fois qui ne perdent pas de vue leur intérêt propre, qui est que tu vas au cinéma pour te divertir. Et je dis pas, on peut être tout à fait diverti par un film qui n'a pas d'action, qui n'a pas, c'est pas ça le problème. Mais tu vois, je me dis, quitte à avoir le même propos, effectivement, peut-être que je pourrais revoir Snowpiercer en boucle plus que Parasite. Et tout à l'heure, quand je disais, je me suis demandé si j'avais envie de le revoir tout de suite. Ça veut pas dire que j'ai pas envie de le revoir. Ça veut dire, par rapport à d'autres dans ma liste et tout, je me dis, est-ce que je préférais regarder Doctor Sleep à nouveau ou Parasite, tu vois, voilà, c'est ça que je voulais dire. Parasite me dérange absolument pas. Enfin, j'aimerais bien revoir ce film, comme tu dis, pour se revoir d'autres choses que t'as peut-être loupé, etc. Tout à fait. Mais enfin voilà, je trouve que finalement dans la carrière de Bong Joon-ho, de toute façon, il a quasiment fait tout le temps, pas tout le temps le même film, mais clairement c'est son leitmotiv, c'est ça, c'est ce sujet-là, je pense. Non, juste pour dire, tu disais ça correspond vraiment au standard canois. Enfin, pour moi, Parasite c'est une belle leçon de cinéma et Bong Joon-ho, on peut dire aujourd'hui que c'est un des plus grands réalisateurs actuels. Enfin, je sais plus qui c'est qui disait ça. Le fait qu'il ait eu la Palme d'Or, du coup, il a fait quand même pas mal d'entrées en France, alors que d'habitude les films coréens font très très peu d'entrées. Et c'est ça que je trouve chouette, c'est que les films asiatiques, il y a énormément de productions qui sont incroyables et qui arrivent peu en France parce qu'il y a la barrière de la langue, il y a le physique qui correspond peu aux standards. Enfin, on a beaucoup plus de films qui proviennent d'Hollywood que de films qui proviennent d'Asie en salle. Et justement, je trouve ça bien que ce film ait eu la palme parce qu'il a pu bénéficier grâce à ça d'une large diffusion en France. Et beaucoup de gens, peut-être aujourd'hui, se disent ah ben en fait en Asie, le cinéma ils savent en faire quoi. Et que ça aille au-delà des cercles cinéphiles et que ce soit le tout venant qui puisse c'est pas méprisant hein, mais que du coup il y a une plus large diffusion au grand public qui puisse découvrir ce type de film quoi. En fait, moi ce qui m'embête si tu veux dans ce truc là, c'est que on doive attendre justement un Parasite pour dire que Bong Joon-ho est un grand réalisateur. On doive attendre Roma pour dire qu'Alfonso Cuarón est un grand réalisateur. Tu vois, c'est ça que je veux dire en fait. C'est que je ne reproche rien à ces films-là. Je trouve justement que c'est beau de voir que ces gens-là, maintenant qu'ils ont gagné en notoriété, se permettent de faire le film dont ils ont envie et avec l'intention qu'ils ont envie. Ils ont pas besoin de faire un film d'action ou un film, je sais pas, de divertissement pur pour arriver à transmettre leurs idées parce que maintenant ils ont suffisamment d'assurance et et les gens leur font suffisamment confiance pour produire ce projet-là. Mais c'est ça qui m'embête si tu veux, c'est le côté que. Pareil avec Denis Villeneuve, avec Damien Chazelle. Oui, voilà, c'est pas Chazelle ou Villeneuve. On est sur les mêmes, on est sur les mêmes cas de figure. Je suis d'accord. C'est peut-être ce truc-là qui me dérange un tout petit peu et aussi ce que disait Antonin tout à l'heure avec le côté, on a tellement vendu le film et ça c'est comme il dit, c'est pas la faute du réalisateur et c'est toujours un problème et on reviendra sur ça sûrement quand on parlera de Joker. J'ai juste une idée en tête parce que ça va être un autre sujet du débat, mais justement faire confiance à ces réals qui ont des films qui leur tiennent à cœur, qu'ils ont envie de faire et qui attendent un certain nombre de films avant de le proposer. Et ben putain, heureusement qu'on leur fait confiance aujourd'hui parce que sinon ça ferait que des remakes où les producteurs prendraient aucun risque. Et justement voilà, c'est ça qui est malheureux, c'est qu'ils doivent faire leurs preuves pour arriver à nous surprendre. Attendre 3, 4, 5 films qui ont bien marché, ok on va leur faire confiance, on leur laisse faire le film qu'ils veulent heureusement que ils font ça entre guillemets. C'est malheureux de devoir en arriver là pour proposer quelque chose plutôt que on va y venir sur le débat sur les remakes. Pour moi Parasite, même si c'est pas si original que ça, mais pour moi c'est très original. Pour moi ça faisait un moment que j'avais pas vu un film qui m'a autant surpris. Pourtant en termes de technique de cinéma, en termes de mise en scène ou quoi, il y a pas grand chose de nouveau, mais quand je le vois je me dis putain c'est quelque chose que j'ai jamais vu. Je sais pas, ça me laisse cet état d'esprit. Après quelqu'un qui a un avis peut-être plus technique me dire bah non
Tout a déjà été fait, ça a rien de nouveau. Et ben si, moi quand je vois Parasite, je me dis putain ça c'est novateur. T'as pas une grande culture du cinéma, c'est pour ça. Mais voilà les petites piques gratuites, tu sais. C'est-à-dire quand on va 10 fois en salle dans l'année, allez non, agression gratuite, ça n'a aucun intérêt. Non, c'était juste pour ça je coupe le truc et on passe au film suivant parce que en fait on est déjà à 1h30 d'enregistrement. Faudrait peut-être qu'on avance un petit peu. Du coup je propose de sauter. J'avais noté Détective Pikachu parce qu'on l'a vu tous les deux, mais t'as dit ce qu'il y avait à en dire tout à l'heure et j'ai pas de choses à rajouter. Men in Black International, pareil, on peut sauter. John Wick Parabellum, est-ce que tu as quelque chose à dire de particulier dessus en plus? C'était bien. C'était bien et quand je parlais de ventre mou en fait c'est vrai que à la vue du début du film je m'attendais un peu à un Mad Max Fury Road dans New York quoi. Ouais. Ce qui était un peu le 2 déjà en fait. Et en fait ben non ça part sur une autre voie et a posteriori c'est pas plus mal mais c'est vrai qu'ils essayent un peu de développer le lore. C'est ça. Pour sortir un petit peu parce qu'à un moment faut écarter un peu l'horizon et du coup il y a un moment où ouais ben ça arrête l'action quoi et t'es tellement pris en fait parce que pour le coup les scènes d'action sont tellement bien faites et bien filmées et bien chorégraphiées et tout ce que tu veux que t'es un peu t'attends quoi que ça reprenne. Et du coup, enfin voilà, il y a juste ça, voilà, qui est un tout petit ventre mou au film, qui quelque part, je pense, on peut le voir comme nécessaire aussi. En tout cas, si tu veux développer un peu plus la licence encore après ou quoi. Et voilà, mais c'est vraiment à la marge, quoi. C'est. Bah, comme tu dis, moi, tu parlais de développer le lore, je trouve que c'est exactement ça. Et je trouve que moi, justement, tout ce qu'on apprend sur cette mafia, je trouve ça incroyable. Et comme quand t'as dit, on peut développer par après l'univers, mais on pourrait clairement faire un spin-off sur cette mafia-là. Tellement la façon dont elle fonctionne, tu sais, par avec ces pièces de monnaie et aussi tout le réseau qu'ils utilisent pour pas passer par le réseau internet classique. Enfin, je trouve tout ça formidable. Et effectivement, je pense que quand tu parles de ventre mou, tu fais sûrement référence notamment aux parties sur le désert. Ouais, voilà, d'accord. Je veux pas en dire plus, mais je comprends. Mais c'est vrai que moi, il peut y avoir un effet, tu sais, un peu déception quand on te révèle. Quand on te montre physiquement une personne et le poste qu'elle occupe, tu vois ce que je veux dire, qui était resté secret, etc. Mais en même temps, moi, ça m'a pas déçu. Enfin, moi, j'aime bien en savoir plus sur cet univers-là. Ce que tu dis, ça se défend clairement, mais voilà, ça dépend comment tu vois effectivement la chose. Et moi qui suis un inconditionnel des films de mafia, enfin j'ai trop envie d'en savoir plus effectivement sur cet univers-là. Et d'ailleurs je crois qu'il y a un John Wick 4 qui va sortir et qui en même temps que Matrix, c'est ça la blague, c'est que les gens sont fous parce qu'ils sont là. En fait John Wick c'est Neo, c'est les mêmes personnes, mais du coup ils ont en fait John Wick ça se passe dans un endroit où ils ont rebooté la matrice. Je crois que c'est pas. Il me semble qu'il y a des théories qui circulent et qui sont assez dingues là-dessus, mais j'ai pas trop pris le temps de lire. Du coup, on peut passer. J'avais noté aussi Toy Story 4, mais je crois qu'on en a dit ce qu'il fallait. Enfin, je pense qu'on peut avancer. Le Roi Lion, hein, j'ai dit voilà tout ce qu'il fallait en dire, c'est-à-dire rien. Voilà, il y a pas grand-chose à dire. Hein. C'est comme dirait Karim Debache, c'est un énorme gâchis de moyens. Et merci à vous d'avoir refait tout ce décor. C'est un énorme gâchis de moyens. C'est quoi c'est quoi, c'est la phrase de Antoine Daniel, c'est plutôt décevant. C'est ça. Et donc on peut en venir, donc je pense aux 3 derniers films qui peuvent être intéressants à développer. Donc là c'est toujours dans l'ordre chronologique, on en arrive à Joker. Alors Joker, bon clairement moi c'est un film, voilà, j'ai pas hésité à le mettre dans le top parce que c'est un film, j'en suis sorti clairement chamboulé dans l'expérience que j'ai vue, c'est-à-dire que ça me laisse pas, je pense c'est vraiment les 2 films que j'ai vus cette année, Le Chant du Loup et Joker, où j'en sors avec une espèce de souffle, tu vois, je sais pas comment expliquer, avec un truc où t'es un peu, ça m'a fait vaciller en salle, et je parle pas que du propos, je parle vraiment, voilà, en termes de film, ce qu'on me raconte et comment on me le montre, m'a vraiment touché. Et c'est vrai que, petite parenthèse d'ailleurs déjà, beaucoup de gens
essentiellement fondé leur analyse sur le propos politique du film. Mais moi, au final, personnellement, ce qui m'a peut-être le plus touché, c'est peut-être encore plus la question, moi, du handicap, peut-être encore plus celle que du fond propos social, tu vois. Enfin, même si c'est lié, hein, complètement. Mais je sais pas pourquoi, moi, c'est ce qui m'a touché vraiment peut-être le plus dans le film. Alors peut-être parce que cette année-là, j'ai aussi vu, il était clairement bien placé dans mes films, mais il était pas dans le top. J'ai vu Je veux du soleil de Ruffin avec toi. Voilà, donc il y a eu clairement, c'est une année. Porté sur les questions sociales et sociétales. Donc à la limite, oui, si je veux avoir ce genre de sujet, je vais voir Je veux du soleil de Ruffin. Mais je sais pas, voilà, la question effectivement de ce personnage, peut-être que c'est moi qui suis trop sensible, mais quand je vois ce personnage et qu'il sort sa carte, qu'il est obligé de montrer aux gens pour dire, ben voilà, en gros, me tapez pas, j'y peux rien. Moi, ça m'a brisé le cœur, quoi. Ces scènes-là où il essaie de faire rire la gamine ou le gamin dans le bus et que la mère l'en empêche, tu vois, parce qu'elle le trouve creepy. Enfin, moi, ça m'a vraiment, ce truc-là, moi j'étais déjà en larmes à ce moment-là, tu vois. J'étais perdu, j'étais obligé de trouver Joker génial parce que j'étais déjà complètement saisi par le truc et ça me touche en fait, vraiment profondément. Quelque part, je suis un peu d'accord avec toi, et c'est là où je trouve que on nous a un peu survendu de manière, enfin, pas de la bonne façon le film. C'est que le propos du film, au fond, il est pas social, il est nihiliste. Oui, bah, clairement. C'est le Joker. Et du coup, je trouve qu'on a beaucoup survendu ça comme une fable sociale, ouais. Comme un film qui analyse la société, qui la critique, alors que c'est juste, c'est très limité comme analyse d'être nihiliste, en fait. C'est complètement, voilà. Et après, le film a beaucoup de points forts. Il y a une performance d'acteur. Il y a le fait aussi que, pour une fois, bah, on voit pas, ça démanichéise un petit peu la licence. On voit un peu le père de Bruce Wayne, comment il peut être. Enfin, il y a des bons côtés, mais je trouve qu'on nous a survendu un peu ce côté-là. Alors que, au fond, le film est à l'image du personnage, c'est-à-dire très nihiliste. Et peut-être une autre critique que je pourrais faire, c'est que le film, il a un peu des... on sent que... Alors je sais pas si c'est parce que si c'est après des projections test ou quoi, que ça a été changé, ou si c'était comme ça à l'origine, mais il insiste un peu par moment pour bien faire comprendre l'intrigue. C'est-à-dire que on sent que bah tu vois, il est fou. Du coup, il s'imagine des trucs. Mais si t'avais pas compris qu'il s'imaginait des trucs, ah ben là je te l'explique bien comme il faut en te rajoutant une scène, voilà, pour bien t'expliquer qu'en fait là il s'imaginait des trucs. Alors que c'était, enfin ça découlait tout seul du flow du film, quoi. Il y avait pas besoin. Et je trouve, alors je sais pas si c'est parce que c'est pour coller au grand public, parce que il y a eu des projections tests qui ont mal marché, parce qu'on s'imagine que les gens sont pas capables de saisir un propos de film, ce qui est pas vrai. Je pense en plus c'était vraiment, ça allait de soi, quoi. Un peu comme dans Fight Club où à la fin. Mais il va encore spoiler un film, mais gratuitement. Mais c'est pas possible, hein. Captain Spoil. Captain Spoil. T'es en 2020, t'as pas vu Fight Club, il y a un problème, quoi. Et il est méprisant en plus. Non, j'arrête. Oui, mais on est d'accord, c'est ça. Oui, voilà. C'est dans l'idée, c'est ça. J'imagine que tu veux rebondir après sur. Juste avant de te laisser, je voulais juste dire un truc. Je suis d'accord, et je pense que, alerte spoiler, je le dis à l'avance, tu fais référence certainement au twist de la copine. Ouais. Oui. Clairement, on l'a tous vu, et c'est vrai que pour le coup, tous ceux à qui j'ai demandé, quasiment à l'unanimité, on a eu cette même réflexion, se dire, enfin, il y a eu des moments d'évidence. Bon, j'ai compris. Voilà, et c'était un peu bizarre. Alors, est-ce que, voilà, faut aussi se dire, Todd Phillips, c'est son premier film de cette envergure-là, de cette façon-là en tout cas. Hein. Je dis pas que les Very Bad Trip étaient pas d'envergure, mais c'est quand même des super productions. Mais voilà, de cette envergure, en tout cas politique-là, et le fait que ce soit son premier film qui soit pas centré sur l'humour, parce qu'avant ça, il a fait les 3 Very Bad Trip dont je suis pas très fan personnellement. Ça me fait pas. Non mais je critique pas. Je veux dire, moi j'adore les Scary Movie. J'ai pas. Mais je sais pas pourquoi ça me touche pas. C'est pas un humour qui me touche énormément. De la même manière que il y en a beaucoup qui vantent, tu sais, notamment Mr. Fox, les 22 et 21 et 22 Jump Street. Il y en a qui adorent, qui vénèrent ces films-là. Et j'arrive pas à me marrer devant ces films-là. Mais bon, bref, c'est un peu particulier. Moi, devant American Pie, quoi. Ouais, non, d'accord. Alors, American Pie, à part le 1, moi, c'est entre deux os.
Et Todd Phillips qui avait réalisé l'exécrable Starsky Hutch, que un des rares films que j'ai dû arrêter au bout d'une heure parce que je trouvais ça tellement médiocre. Enfin voilà, donc au final le mec il s'exprime sur un projet comme ça. Voilà, c'est pas étonnant finalement qu'il y ait des ratés. Tu vois, qu'il y a peut-être des moments où il dit j'ai peur de pas être clair, des moments où donc il peut-être qu'il surexplicite son propos, c'est pas impossible. Mais clairement il y a eu un gros boulot qui a été fait, comme tu dis en termes de performance d'acteur. Soit c'est Joaquin Phoenix qui s'est autogéré, mais en tout cas on peut imaginer que quand même Todd Phillips derrière l'a dirigé correctement pour obtenir ça. Donc moi je trouve ça effectivement assez spectaculaire. D'autant plus que enfin on a un acteur comme Joaquin Phoenix qui arrête de faire tu sais, quand tu l'écoutes en interview, il est pas dans une espèce tu sais de comment dire, d'introspection d'acteur, tu sais, oui je me suis perdu dans ce rôle machin, enfin quand on lui demande et alors ça a été, après il fait mais enfin c'est mon métier, je veux dire je suis un acteur, il dit entre deux prises il y avait, je prenais un café avec les gens, enfin vous comprenez que On a pas fait une Marion Cotillard quoi. ouais voilà, mais c'est ça que j'ai kiffé, moi j'aime bien les gens un peu des fois terre à terre comme lui et qui va te livrer une performance clairement exceptionnel, et en même temps il dit bah non, alors je sais pourquoi on dit ça parce qu'on a tous en tête Heath Ledger, on a tous en tête, mais son suicide, enfin je veux dire le rôle du Joker a été peut-être la goutte d'eau dans sa vie personnelle et par rapport à son état psychologique, mais c'est clairement pas le Joker qui est le responsable de sa situation, tu vois. Et donc les gens ils collent ils copie-collent les situations, enfin voilà, c'est ça que je trouve un peu mais bon. D'ailleurs, Vas-y. enfin, 10 secondes, mais on parlait un peu de 10%. Et il y a un épisode de, je crois que c'est dans la deuxième saison, de 10%, où il y a Jean Dujardin qui a un peu ce syndrome-là, et je trouve qu'il était succulent cet épisode-là aussi, justement. Qu'est-ce que je voudrais ajouter sur pas sur Parasite, sur le Joker. Tout à l'heure, tu disais qu'il y a au-delà du propos politique, il y a un propos social et sociétal. Et justement, moi, je trouve les scènes qui m'ont vraiment marqué dans le film, c'est les scènes où il est avec sa psy. Où tu ressens vraiment au-delà des moments où il se fait tabasser, où il lui arrive tout un tas de merde, les moments où il est avec sa psy, tu sens vraiment la détresse du personnage, tu sens vraiment à quel point il est en galère, qu'il a besoin de ses médocs, et que en fait elle s'en bat les couilles, et puis de toute façon elle a peut-être d'autres problèmes dans sa vie, tout ça. C'est là où j'ai trouvé le film fort aussi, parce qu'on lui a prêté beaucoup d'intentions qui finalement n'en étaient peut-être pas. Enfin, pour moi, c'est pas un film qui parle de faut que les pauvres se soulèvent pour niquer les riches. Enfin, c'est bien plus complexe que ça. Et je pense que le film, on lui a prêté un peu trop d'intentions qui n'était pas son but à la base. Enfin, il y a eu un énorme engouement là-dessus. Je pense que c'est aussi pour ça que tu l'as pas mis dans ton top, même si je pense que... Justement à ce sujet, un truc à dire. Non, j'ai rien d'autre à ajouter. Je veux juste, voilà, ce qui me fait rire en fait, c'est que finalement le film a été en soi prophétique. Ce que je veux dire, c'est que dans le film, on voit le Joker qui malgré lui devient un symbole pour les gens. Et pourtant, si vous regardez, enfin j'espère qu'on a tous vu le même film, et jusqu'à la fin, il dit, enfin moi je me fous de la politique, tu vois, il dit, il répète encore, moi je voulais juste passer dans votre émission, voilà, enfin, et en tout cas pas me faire humilier, je voulais juste devenir un humoriste, etc. Et si tu veux, c'est ça qui est drôle, c'est que du coup, le film est à l'image du Joker, il est devenu un étendard pour certains, alors qu'on n'a pas le sentiment que c'est exactement ce que veut faire le film. Et en plus, quand on dit, enfin, je veux dire, bon, sans s'étaler, je veux dire, vous connaissez moi mes opinions politiques, etc. Je veux dire, c'est tout à fait un propos qui peut complètement me séduire, mais le problème, c'est que même certaines scènes, j'ai l'impression, ont mal été comprises, parce que le moment où il tue les fameux 3 jeunes, mais on parle bien de 3 personnes, certes, qui bossent à Wall Street, mais qui prennent le métro et tout. On n'est pas, enfin, tu vois ce que je veux dire, on n'est pas, il a pas tué là les 3 dirigeants de la grande banque ou tu vois ce que je veux dire. On parle de 3 mecs qui rentrent de soirée bourrés, qui étaient dans le métro, tu vois. Donc, on est clairement sur certainement des. On est obligé de leur rajouter quelque chose d'autre pour en faire des personnes détestables, d'ailleurs, si tu regardes. Exactement. Tout à fait. Donc c'est ça que, mais justement, c'est là où je trouve que le film est subtil. C'est sur ça que je le trouve vachement intéressant. Et moi, et comme tu dis, c'est plutôt un film au final, nihiliste. Et moi, justement, ce qui est intéressant avec le personnage du Joker, et là on revient plus dans le lore Batman en général, c'est que le personnage du Joker, en principe, t'as pas de prise sur lui. C'est-à-dire que lui, effectivement, il ne défend pas d'idées. Son idée principale, c'est qu'il n'en défend aucune. Donc lui,
le chaos parce qu'il est arrivé. Tout à fait, comme dit. Et pour moi, c'est pour ça que certains disent ouais, mais le problème avec ce film, c'est que il est pas lié du coup avec le Joker de Nolan, mais complètement. Bien sûr que si. Le Joker de Nolan, c'est un Joker sur lequel t'as aucune prise parce que quand il parle de ses cicatrices, il raconte jamais la même histoire, donc du coup tu sais jamais d'où ça lui vient. Et comme disait du coup, tu sais, Michael Caine qui joue Alfred, il dit ben en fait il y a certaines personnes veulent juste voir le monde brûler et ils ont pas de raison, mais c'est juste parce que, enfin voilà, c'est le nihilisme absolu et c'est ça qui fait peur. Ce qui, du coup, il y en a certains aussi qui ont critiqué ça sur le côté. C'est dommage de faire une origin story dans ce compte-là parce que à ce compte-là, puisque vous donnez des raisons au Joker d'agir. Mais justement, surtout vous lui donnez une identité. oui, voilà, on lui donne une identité. Dans Batman, on n'a jamais su qui était. Si, il y a juste un comics où on a qui s'appelle The Killing Joke. Oui, où on voit qui est la personne avant de devenir le Joker, mais sinon, dans la plupart des histoires de Batman, le Joker, il y a toujours un flou sur son identité. Là, Eh ben, on sait qui c'est. je suis d'accord avec toi et justement, je trouve que là, c'est le deuxième manque que j'avais remarqué à la sortie de la salle du film, c'était que à un moment, ils auraient pu vraiment semer le doute. Tu sais, sur son origine. Parce que clairement, à un moment donné, on sait pas si, attention au spoiler, on sait pas, tu sais, si la mère, elle est folle ou pas. Et moi, je trouvais que c'était dommage, encore à nouveau, de tout expliquer. Parce que je trouvais que, moi, j'étais bien au moment où je savais pas, parce que j'étais, putain, en fait, ils arrivent encore une fois à raccrocher les wagons avec celui de Nolan, avec, en fait, tu sais pas, réellement, C'était une bonne idée. c'était une bonne idée et elle échoue. Ça c'est dommage. Ça c'est pour moi un gros manque parce que c'est pas un truc à faire en plus, c'était un truc à couper. Il suffisait de couper quelques scènes d'explication et c'était bien, tu vois, de pas montrer vraiment qu'en fait la mère, elle est quoi, en gros les érotomanes, je sais pas comment on dit, tu sais les amoureux obsessionnels, je crois qu'elle est un peu comme ça. Et c'est ça qui était, je trouve, encore plus intéressant. Joker aurait pu être encore plus percutant. Et c'est peut-être justement cette volonté des fois de trop expliquer, de le faire un peu maladroitement, qui a fait que certains ont fait peut-être de mauvaises lectures du film et de faire que ce que le film devient aujourd'hui en fait. C'est peut-être ça aussi qui explique. Peut-être. Voilà, il y a un côté exactement, peut-être qu'on a trop voulu dire, les gens se sont dit ah c'est exactement ça qu'on veut me dire alors que peut-être que c'était pas exactement ce que voulait faire Todd Phillips. Enfin voilà. Écoutez, on peut avancer si vous le souhaitez. J'avais noté Irishman, on en a parlé un peu, peut-être qu'on va pas trop vu que toi en plus tu l'as pas vu. Voilà, on va peut-être sauter, si ce n'est que bon, encore une fois, c'était un très bon film. J'ai passé un très bon moment. Je l'ai regardé dans un TGV voilà, j'avais le temps. Il y avait des TGV. C'est ça, il y avait encore des TGV. Et du coup, je vous propose d'arriver directement au dernier film de notre discussion aujourd'hui, le film tout fini. C'est ça, le moment où notre amitié va cesser, le moment où tout va s'effondrer. Star Wars 9, l'année Star Wars. Écoutez, j'ai le micro en main, je me permets à nouveau d'engager la discussion. Alors, Rian Johnson. Commençons. Avant, il n'y avait rien. Et puis vint Rian Johnson. Non. Oui, voilà, mais c'est ça. Mais alors, c'est très compliqué au départ. On avait prévu de faire un débat entier sur Star Wars, mais bon, on va finalement pas le faire pour des raisons de temps. Donc, je vais répéter en 2 secondes ce que je pense enfin, vous le savez déjà, mais ce que je pense en gros de cette nouvelle saga, donc la post-logie ou comme dirait Duranda, la nostalgie. Clairement, le 7 était un mauvais départ parce que c'était un copier-coller de l'épisode 4. Mais bon, on était parti là-dessus, fallait rester là-dessus. C'est ça qui est con. On peut trouver ça, on pouvait prendre d'autres directions après, c'est-à-dire que tu partais sur une base solide, certes, copier-coller, mais globalement, je pense que si on est tous honnêtes, vous pouvez jouer après sur. Tout à fait. Et je pense que si on est tous honnêtes, on n'est pas sorti. Sur une nouvelle histoire. Oui, on pouvait partir sur une nouvelle histoire. On n'est pas sorti du 7 mécontent à l'époque. Je pense que si on est tous honnêtes, on en est sorti en se disant ah c'était cool et puis en fait plus tu laissais passer. Très inventif. Voilà, et plus tu laissais passer du temps, plus tu te disais. Ah quand même, c'est vrai que c'est quand même une nouvelle Death Star, enfin une étoile de la mort. Ah c'est vrai que et après tu commençais à te dire, on arrivait tout le temps à dire, tu sais quand tu connaissais pas le nom d'un personnage, oui mais le Yoda en puissance là, tu t'arrivais à parler par, c'est la figure de style qui s'appelle antonomase, je crois en français. Ah je t'ai niqué sur un truc de français. Ça s'appelle l'antonomase, c'est quand tu dis par essence quoi, tu vois, c'était voilà c'est t'avais le Yoda la meuf là je sais plus comment elle s'appelle dans la cantina de substitution. Il y avait des personnes de substitution à chaque fois. Maz voilà qui était l'espèce de Yoda, t'avais la nouvelle étoile de la mort, t'avais machin. Bon bref. Donc il y avait vraiment aucune prise de risque par rapport à l'histoire à ce niveau-là. C'est qui du coup le General Hux ouais parce qu'en plus il y avait déjà Tarkin dans ce film-là. Ouais. Mais il était compétent.
Oh putain, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de ce personnage dans le 9? Bon, on y reviendra après. Tout marche encore? Ouais. Moi j'adore les montages de Durandal dans les Pourquoi j'ai raison, vous avez tort, où il le fait pleurer comme un bébé. Mais c'est vrai que dans les premiers, t'as le mec, il est vexé, tu sais. Le mec, c'est un génocidaire, tu vois. Et là, oh non, ça a pas marché comme je voulais. Bon. Bref, et du coup, effectivement, c'était peut-être un assez mauvais départ, mais qui était clairement perfectible. Et Rian Johnson arrive, et il dit, je vais tout foutre en l'air. Enfin, vraiment, moi je trouve que c'est une démarche qui est irrespectueuse en plus. Et je sais qu'elle est Tu vois le gif du panda là qui Non mais c'est ça, c'est exactement ça. Et il y a des preuves formelles que c'était son intention de foutre le bordel. Enfin, Durandal l'a très bien montré, mais quand même t'as le mec sur le Falcon Millennium qui barre le nom de J.M. parce qu'il met Ryan. En fait, t'es vraiment une sombre merde quoi. Et je dis ça alors que ce mec a réalisé un des meilleurs films de l'année pour moi avec À couteau tiré, mais il fallait rester en ton coin à faire les films que t'as envie, tu vois. Ça se voit que Rian Johnson c'est quand même un mec qui a l'air d'être un geek et qui aime l'univers Star Wars, mais il a voulu vraiment faire le côté je connais mieux que vous. Et c'est vraiment je vais faire mieux que J.J. Abrams. Et le truc c'est que tu peux pas nier le départ qui a été pris. Et le mec, je crois vraiment, j'ai pas d'autre explication, il a pris le scénario du set et il a dit on va faire le contraire à chaque fois. Tout ce qu'a fait J.J. Abrams, je vais dire, bah en fait c'était pas ça. Dans le premier, on te laisse sous-entendre que Rey, elle a une personnalité spéciale, elle a des parents particuliers, etc. Rian Johnson dit non. On te fait comprendre que Luke il est parti ailleurs parce que ça a foiré son truc de, enfin voilà, relancer les Jedi et les former, etc. Et on te fait plus ou moins comprendre qu'il s'est exilé, on t'explique pas exactement pourquoi. Il s'est exilé comme un maître Jedi qui va réfléchir sur ce qu'il peut faire, etc. Comme le fait Yoda d'ailleurs dans la prélogie, hein, quand il part sur Dagobah, il s'exile parce que bah il y a eu l'ordre de 66 et tout, mais il s'exile aussi parce qu'ils ont échoué. Donc il y avait une continuité par rapport à ça. Qu'est-ce que fait Rian Johnson? Ben non, il part parce qu'en fait il a envie de se suicider. Mais arrêtons, enfin vraiment vous aviez envie de voir un film où Luke veut se suicider? Enfin vraiment, je sais pas. Il va mourir en paix. Ouais, si tu veux, mais bon. Et si tu veux, je sais que là je suis en train de parler que du 8 et pas du 9, mais parce qu'on peut pas, c'est ça le problème de cette saga, tu ne peux pas aborder le 9 si tu parles pas du 8 et de tout ce qu'a fait Rian Johnson. Et je sais qu'Antoine, tu l'apprécies ce film, et si tu veux, si tout avait été sur ce thème-là, pourquoi pas? Je te passe la parole après. Je l'aurais accepté. C'est-à-dire qu'effectivement, mais t'as pas le droit d'arriver comme ça et de nier le film d'avant. Et donc, pour moi, c'est Rian Johnson qui est responsable. Ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression qu'il a fait son film en se disant 7 et le 9, j'en ai rien à foutre de ce qu'il racontait dans le 7 et le 9, moi je fais mon film. Et je pense qu'il l'a écrit beaucoup trop indépendamment. Pour moi, il y avait des très bonnes idées, et pour moi, le film, indépendamment du 7 et du 9, le 8, pour moi, se tient. Alors, il y a des idées que j'aurais aimé ne pas voir dans Star Wars, notamment le traitement de Luke. D'ailleurs, il le démonte sur tous les plateaux télé. Il déteste ce que Rian Johnson a fait de son personnage. Parce qu'en plus, c'est le rôle de sa vie, quoi. Donc, ça lui tient à cœur. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Marc Hamill? Tu rigoles ou quoi? Tu vois ce manque de culture. Voilà, c'est quand même le rôle de sa vie, c'est Luke et le Joker. Enfin, tout le monde le connaît pour ça. Nous, on le connaît pas parce que c'est le doubleur et du coup, on l'a toujours écouté. Qui c'est le doubleur du Joker? Je me souviens, j'ai un trou de mémoire. Mais voilà, et du coup, oui, c'était quand même le gros rôle, c'est ça aussi. Mais effectivement, on peut pas parler du 9 sans parler du 8, mais c'est parce que je pense que Rian Johnson, il s'est dit, moi je fais mon film et j'en ai rien à foutre j'en ai rien à faire de la cohérence d'ensemble de la saga. Et pour moi, le principal problème, c'est pas tant qu'il y ait eu deux personnes qui aient bossé sur ces films, J.J. Abrams et Rian Johnson, c'est que Disney se soit pas dit, avant de lancer la production des films, on va écrire, on sait qu'on va faire, ils savaient de toute manière qu'ils allaient faire 3 films. Pourquoi ils se sont pas dit on va tout écrire d'une traite pour avoir une vraie cohérence d'ensemble? Et j'ai pas d'autre explication. C'est des branques et qui voulaient faire tourner la machine à cash le plus tôt possible, c'est tout. Enfin. Non mais à quel moment tu te dis c'est bon, tous les 2 ans on arrive à sortir un truc, c'est bon, il y a quelqu'un qui a écrit l'histoire, on tourne, on produit, c'est réglé et on enchaîne et tous les 2 ans et on se donne même pas 24 mois pour faire un film, quoi. Je veux dire, quand Disney a racheté LucasArts en 2012, c'était le but, si tu veux. Ils se sont dit directement, ils ont dépensé je sais plus combien de milliards, 4 milliards pour acheter LucasArts à chaque fois, Lucasfilm pardon. Ils ont dépensé 4, oui, je sais ce que c'est. C'est autre chose, LucasArts. Ils ont dépensé 4 milliards, il fallait absolument qu'ils récupèrent, qu'il y ait un retour sur l'investissement. Et quelle était l'autre saga? Oui, mais si tu veux
Je sais pas, en vrai, parce qu'en plus, quand tu regardes les chiffres au final de... Enfin, ils en ont eu besoin quand même des films, hein, clairement, pour éponger leurs 4 milliards. Et d'ailleurs, anecdote, c'est que là, du coup, ça a été l'année où Disney a pas perdu d'argent, bien sûr, mais par contre, ils ont fait moins de profit. C'est la première année où ils rebaissent à nouveau. Parce que les gens, ils sont saoulés. Enfin, tu m'étonnes. Je veux dire, entre leurs live action qui ont aucune... bon, ça on en reparlera plus tard, mais qui ont aucune saveur, et les Star Wars qui ont déçu tout le monde. Ouais, heureusement qu'ils sont Pixar. Et donc voilà, moi la difficulté que j'ai, c'est que Rian Johnson, il avait pas le droit de faire ça. Il avait le droit d'avoir son univers, mais il pouvait pas arriver comme ça, comme un chien dans un jeu de quilles. Je crois que c'est vraiment un concours d'expression pourrie ce soir. Mais je trouve que c'était vraiment, pour moi c'est une marque, c'était irrespectueux en plus, au-delà de foutre en l'air quand même une pub. Parce qu'en plus, le problème c'est que derrière, J.J. Abrams est obligé de récupérer la patate chaude, etc. Et qui refait une trilogie en un film. Du coup. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il est obligé de récupérer le truc. Et c'est pour ça que le film il va à 100 à l'heure. Mais c'est aberrant, mais t'as l'impression de passer d'une scène à l'autre, mais que ça s'arrête jamais. Là, pour le coup, j'aurais bien, moi, ce serait là dans John Wick. Mais bref, enfin, voilà, quand c'est une scène, une autre, enfin, et tu n'arrêtes pas pendant, du coup, c'est vrai que c'est rythmé, hein. Ah, ça, tu clés de scénario dans une phrase, et hop, tu peux se passer ça. Mais alors, purée, qu'est-ce que ça va vite, quoi. Alors que le film est pas si court que ça. Et pourtant, t'as l'impression qu'il va super vite. Mais parce que il faut tout mettre dedans et puis tu colles au chausse-pied quoi. C'est de rien oublier de ce qui avait été posé. Enfin, pour moi, un des plus grands gâchis, c'est les Chevaliers de Rennes. Oui, mais voilà. Chevaliers de Rennes, depuis le début, on te les vend, genre ça a l'air d'être un truc assez ouf. Mais là, enfin. Parce que ça a pas intéressé Rian Johnson. Il a fait ça. Non, oui, non, mais là, il les met quand même dans son film, mais il a pas le temps de présenter les enjeux et de raconter pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font, comment ils ont été formés, quel est leur rôle. Enfin, c'était le boulot du 8. Enfin, c'était le boulot du 8 de faire ça. Si tu veux, vraiment, J.J. Abrams, c'est pour ça que quand tu disais, t'avais mis Star Wars dans les flops, je sais pas si tu l'as dit au final tout à l'heure. Voilà, tu les avais mis au départ dans les flops, on a vu déjà une Pour moi, oui, je comprends. La chose que je me suis dit en sortant, ça sonne faux. D'accord, mais je comprends l'idée, mais si tu veux, en fait, on a juste pas vu la chose de la même façon. C'est-à-dire que moi, j'en suis sorti en me disant, on pouvait pas faire mieux de toute façon. Donc en fait, j'avais tellement de peine pour J.J. Abrams, on en a tous eu, je pense, quand on a vu ce qu'avait fait Rian Johnson, parce qu'on s'est dit, c'est irrattrapable. Et ben, je trouve qu'il a quand même rattrapé un peu le truc. Il y a quand même des moments, je veux dire très basiquement, mais très cool dans le 9. Enfin, moi, pour le coup, je sais que, attention, spoiler, mais bon, si vous avez vu les bandes annonces, vous le savez, Palpatine, oui, clairement, aller ressortir Palpatine, c'était peut-être pas une bonne idée. Par contre, la mise en scène de Palpatine, elle est très cool. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, il y a plein de trucs qui sont pas des bonnes idées, mais qui sont très bien faites. Et je crois que si je dois résumer le 9, c'est ça. C'est pas une bonne idée, mais c'était bien fait. Et c'est vrai que je trouve qu'aller ressortir Palpatine, c'était un peu voilà, quoi. Alors qu'il y avait quand même moyen avec la fin du 8, de transformer Adam Driver, Kylo Ren, pardon, oui, de transformer Kylo Ren en nouveau grand méchant entre guillemets. Ça aurait été peut-être même plus dans la logique. On aurait pu toujours gérer un peu l'ambiguïté, mais c'est vrai qu'aller ressortir Palpatine, en plus du coup ça fait un peu Deus Ex Machina, et puis en plus bam. Surtout. Mais qui a fait ça? Mais c'est Rian Johnson. Voilà. Tu vois, tu reviens toujours au 8 en fait. Mais c'est surtout moi ce qui m'a choqué, c'est que tu ressors Palpatine, puis tu le ressors pas tout seul quoi. Tu ressors avec. Ouais, c'est ça, en fait. Enfin, je veux dire, le mec en fait, voilà quoi. Tu vois à quoi on a été réduit au final, J.J. Abrams. C'est ça. Je suis d'accord que c'était. Comment tu voulais faire autrement en fait, puisque Rian Johnson n'a pas aimé Snoke clairement, il le bute dans son film. Et du coup, tu fais quoi après? T'as le mec qui t'a buté ton méchant principal que t'as essayé de poser. Que le 7 ne pose pas les enjeux au départ, c'était un tort clairement. Mais je veux dire, il y avait le temps. T'avais 2 films pour construire Snoke. Rian Johnson, il le tue en plus, enfin d'une façon quand il réfléchit, enfin voilà, c'est assez naze. Comment Snoke ne comprend pas les intentions, bon, peu importe. Il perçoit pas qu'il y a un truc qui bouge à côté de lui. Oui, alors côté le mec il capte les pensées de Kylo Ren, mais enfin bref, peu importe. Donc tu vois, t'as tout ce truc là, je trouve qui pose problème. Et au final, moi le plus grand problème que ça pose, c'est que quand il réfléchit, et ben du coup Palpatine devient le seul personnage principal de la saga Star Wars. Il est présent dans tous les films. Et du coup, les droïdes. Comment ça? Les droïdes ils sont là partout aussi. Les droïdes. Ouais, ok, R2D2 en fait c'était. En fait, t'apprendras. R2 il est pas dans le 9. Il y a C3PO, mais il y a pas. Si, il apparaît dans le 9.
Mais pas, je crois qu'il apparaît, oui, dans le 9 R2. Non, mais ce qui est rigolo, c'est que du coup, non, mais ça aurait été un joli twist, en fait, tu dis que à la fin, c'est le grand méchant, c'était R2D2 depuis le début. Ouais, c'est 3P. Non, mais il y avait la théorie d'ailleurs que c'était Jar Jar Binks à un temps, qui était très sérieuse, une théorie vachement développée sur le fait que c'était lui, puisqu'il était responsable en soi de la chute de l'Empire, puisque c'est lui qui annonce la prise des pleins pouvoirs. Bref. Mais ce que je voulais dire, c'est que oui, la chute de la République. Oui, mais du coup, la République. Non, j'ai dit la prise des pleins pouvoirs. Ah, excusez-moi, pardon, à la chute de la République. Le mec, il est de mauvaise foi alors que c'est enregistré, tu sais. Tu peux pas tricher, tu peux pas. Ouais, fais chier, quoi. Non, et ce que je veux dire, c'est qu'au final, ça rend, déjà, ce qui m'embête avec ces nouvelles sagas, et notamment le 9, du coup, forcément, c'est que ça rend la victoire du 6, inutile, donc c'est triste en soi. Donc ça veut dire que vraiment les trilogies ne fonctionnent pas indépendamment. Et en plus, bah oui, ça fait que enfin, clairement, on a le sentiment que, même s'il était évidemment très important, Palpatine devient le personnage clairement principal de cette saga. Ouais. Surtout qu'en plus, ce qui me dérange, c'est que quand tu regardes trilogie par trilogie, normalement, quand tu regardes la trilogie originale et la prélogie, tu avais des visées différentes. C'est-à-dire que la trilogie, c'était la résistance contre l'Empire et qui fait tomber l'Empire. La prélogie, c'était comment on passe de la République à l'Empire avec, c'est pour ça que c'est aussi plus verbeux, toutes les arcanes politiques de comment, voilà, on crée le chaos, ensuite on se place en rempart contre le chaos, du coup, voilà, on se fait transmettre les pleins pouvoirs, etc. Et dans la logique pure de la licence tout entière, il aurait fallu que la post-logie, ce soit qu'est-ce qui se passe après, tu vois, qu'est-ce qui se passe une fois que l'Empire est tombé, comment on recompose la chose politiquement, est-ce que l'Empire a vraiment disparu comme ça, ou est-ce qu'il y a toujours les gens, je veux dire, c'est pas parce qu'on a fait exploser une station spatiale que ça, et ça ouvrait des possibilités qui étaient en fait énormes, et je trouve que c'est un peu un gâchis. Du coup, dès le 7, d'avoir copié d'avoir copié le 6, enfin non, d'avoir copié de faire une nouvelle Death Star, etc. C'est un gâchis de Ryan Johnson qui arrive par derrière et qui fait non mais moi je casse tout. Et puis c'est un gâchis avec le 9 du coup qui ressort Palpatine. Je veux dire, il y a plus aucune cohérence dans la postlogie et il y a plus aucune cohérence de la licence tout entière. Du coup. Exactement. C'est très fort quand même. Ryan Johnson, l'homme qui a tué Star Wars, c'est-à-dire qu'il a réussi, et J.J. Abrams qui essaie, on peut encore recoller les morceaux. c'est vraiment le mec. Non mais tu sais que c'est horrible. En vrai, j'ai beaucoup de peine pour lui parce que c'est un mec. Il faut savoir quand même qu'il ne voulait pas réaliser Star Wars au début. Il voulait bien le produire quand on lui a proposé, mais il voulait pas réaliser parce que pour lui c'était trop gros pour lui. Lui, il était bien avec son Star Trek et il voulait pas. Voilà. Et il avait déjà réussi d'ailleurs à faire un reboot de Star Trek, certes très correct sur l'action, mais par contre sur le propos politique qu'il y avait dans les Star Trek, il a bien lissé tout ça. Donc voilà, mais bon bref. Et il voulait pas de ça, et je pense que sa plus grande peur c'était de foutre en l'air la saga, et il l'a fait malgré lui. Donc ça doit être horrible pour lui, tu vois, d'un mec qui aime Star Wars, de foutre en l'air la saga malgré lui, quoi. Parce que oui, clairement le 7, en fait, les problèmes viennent du 7, y a pas que Ryan Johnson, faut pas déconner. Le problème principal du 7, c'est, en fait, même après 3 films, c'est quoi le premier ordre ? Ils viennent d'où? Enfin, tu vois, le gros problème, il est là. C'est que pourquoi vous posez ces gens-là? Ils étaient là avant. Il y avait je sais que dans les bouquins, c'est ça, en gros, il me semble. C'est qu'en fait, Palpatine avait effectivement une solution de secours. Donc, ce qui est dit dans le 9, il me semble que c'était dans l'ancien univers étendu. C'est en plus, ce qui me tue, c'est que c'est incohérent, quelque part. C'est que c'est l'armée de secours. Et pourtant, elle arrive à construire une Death Star 3 fois plus grosse. Mais parce qu'il faut aller dans la surenchère tout le temps. Et du coup, ça casse le truc. Alors qu'il fallait partir sur, fallait réfléchir, quoi. Fallait réfléchir. Ok, on en est là à ce point-là de l'histoire entière de la licence. Qu'est-ce qu'on fait après, quoi? Moi, je pense même qu'il fallait. Moi, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Si tu veux, on aurait pu faire un premier ordre, mais les faire comme des espèces, à l'image de Kylo Ren, comme des néo-nazis, si vous voulez. Vous voyez, des gens qui sont restés fidèles au truc, qui sont restés, déterminés à remettre sur place un empire, mais du coup faire beaucoup plus. Alors ça aurait pu se rapprocher de la prélogie, mais beaucoup plus une espèce de moment où t'as de la résistance, mais du côté de l'empire. Voilà, enfin. La révolution, la contre-révolution. C'est ça. Et là, t'avais une cohérence dans cette prélogie. Voilà. Moi, ce qui me dérange dans Star Wars, c'est que dans cette trilogie, c'est que on voit pas l'impact qu'ils ont sur l'univers en fait. C'est-à-dire que, ok, dans le premier film, on nous dit
ils butent des planètes, ils butent des gens, ils sont pas gentils. Mais on voit pas qu'est-ce que ça a comme conséquence sur l'univers, puisqu'au final on l'a pas posé et on n'a pas vraiment de personnage. Enfin, est-ce que vous pouvez me citer une planète ou une ville de cette dernière trilogie? Il y a. Voilà, Non, mais la tu première- sais pas à quoi penser quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. À la limite. Jakku. C'est Jakku que tu peux citer. Mais après, il y a celle de la. Là où il y a la République. Sauf que tu sais, ça, c'est un truc que Durandal avait soulevé dans sa vidéo. Et qui, j'avoue que c'était un très bon point parce que moi, j'avais pas du tout capté. Quand ils détruisent la République dans le 7, je pense que. Ouais, on a quasiment tous pensé que c'était Coruscant. Bah non. Et du coup, pour moi, j'étais, tu sais, on te montre une planète ville, on te montre voilà, ça ressemble beaucoup à Coruscant. Tu te fais ton lien dans ta tête en te disant, pourquoi ce serait pas Coruscant? Parce que, du coup, il y avait la République à Coruscant. Quand il prend le pouvoir, le Parlement, il est bien, je sais plus comment ça s'appelle, oui, le Sénat, voilà, merci, intergalactique, il est bien à Coruscant et tout. Donc du coup, tu te fais ta sauce parce que on te donne pas les clés pour savoir ça. Et puis après, je te rends la parole tout de suite. Mais parmi les trucs comme ça absurdes, oui, le 9. Le 9 en fait signe et persiste sur le côté ok, il y a un premier ordre, vous l'établissez pas, alors ils ont déjà une putain de Death Star et vous l'établissez même pas. Et dans le 9, il y a une armée de croiseurs. Enfin les gars, même pas venu avant pour empêcher que ça merde. mais c'est ça. Et le truc c'est que tu te dis ok, ils pouvaient pas clairement décemment, ils pouvaient pas remettre encore une étoile de la mort, mais elle est encore plus grosse celle-là. On a pris un soleil. Mais on a pris un soleil. Non, mais voilà. On a pris un quasar. On pouvait pas. Mais du coup, dans l'idée, c'est encore une fois, on revient à ce que je disais tout à l'heure. C'était une mauvaise idée, mais c'était bien fait. Je trouve encore une fois que c'est ça le problème du 9. C'est bien fait, je trouve. Moi, je me suis vachement amusé. J'ai passé un très bon moment en salle, même si, on avait discuté des combats de sabre laser. En fait, le problème, c'est qu'ils ont voulu donner un côté beaucoup plus peut-être réaliste et au combat de sabre laser. Voilà, redonner ce côté-là. Mais le truc c'est que là, pour moi, c'est pas que je suis contre, mais c'est que ça pose un problème de cohérence quand tu vois le niveau de sabre laser de la prélogie, où les combats sont extrêmement chorégraphiés. Et le problème c'est qu'aujourd'hui Star Wars, c'est quand même, on l'a gardé ça en tête, le fait que quand tu te bats au sabre, tu sautes partout, tu maîtrises la force, tu fais ça. Eux, il y a un côté très moyenâgeux qui va du coup avec les chevaliers de Ren, avec l'arme de Kylo Ren. Bah oui, au final, à la fin, ils se tapent sur la gueule, et alors que t'es là, les gars, on sait pas qui vous êtes, putain, présentez-vous. Juste un truc sur l'arme de Kylo Ren en plus. Alors il me semble pas, peut-être à un moment, peut-être qu'il y en a un qui se fait brûler, mais en plus on lui a mis une garde laser, mais elle ne sert à aucun moment dans la. Enfin, je veux dire qu'on le fasse, ok, il y a pas de souci. Mais servez-vous-en. Enfin, faites une scène à un moment où ça sert, où ça. Montrer qu'il sait maîtriser. Voilà, où tu vois. Et du coup, non, peut-être, je crois dans le set, il y a un moment peut-être où il brûle, il la pousse et il brûle quelqu'un. Peut-être. Mais je suis même pas sûr, tu vois. Non mais je pense on va pas réécrire la saga, mais je pense qu'elle a pris. ce serait un super exercice de style d'ailleurs. On y passe 20 minutes, on fait mieux que. Non. Non mais Avec des bières en plus. je pense que ce qui aurait été intéressant, et puis ce qui était posé un petit peu de manière assez discrète dans le set, ça aurait été plutôt de parler de ces Stormtroopers qu'on arrache à leur famille et qui créent les rangs de cette superpuissance. Et voilà, il y en a un qui se dit ah bah non c'est mal, je veux faire autre chose de ma vie. Et je pense que ça aurait été super intéressant d'avoir une histoire qui s'étale sur 3 films sur voilà ce conflit entre non je veux pas faire ça. On nous aurait dit du coup pourquoi ce premier ordre est si détestable, parce que ok ils ont quand même détruit plusieurs planètes, mais mais tu vois par rapport je trouve à la trilogie originelle. Moi, il me foutait froid dans le dos, quoi, l'Empire. Tu sentais qu'ils étaient menaçants, tout ça. Là, dans cette saga, t'es là, ok, on part du principe qu'ils sont méchants. C'est très manichéen, en fait. On part du principe qu'ils sont méchants, Star Wars est manichéen. Il y a le côté lumineux, le côté obscur. Mais là, on part du principe qu'ils sont méchants, et il faut qu'on ait cette liberté, il faut qu'on puisse faire ce qu'on veut, etc. Ils nous en empêchent. Putain, quand tu te balades sur les différentes planètes, t'as pas l'impression de voir des peuples si opprimés ou quoi. Enfin, c'est ça que j'ai trouvé vraiment dérangeant moi dans cette trilogie en tout cas. En plus, on en revient à ça, mais entre le Moff Tarkin qui pour le coup a l'air froid, enfin je veux dire,
et Hux et Capitaine Phasma, enfin. Ouais, mais Phasma, c'est la Je veux dire, grosse blague. je veux dire, il y en a un qui incarne mieux le fascisme que l'autre. Je suis désolé, quoi. Enfin, Et dernière petite chose, après on va peut-être passer, ça fait déjà 2 heures. Moi juste, je voudrais rendre hommage à cette pauvre actrice qui jouait, enfin qui est dans le 8 du coup et qui jouait Rose. En fait, les fans ont tellement été en colère. Bon, déjà, elle a été harcelée, elle a dû fermer ses comptes des réseaux sociaux, etc. Et du coup, ben, on est encore dans la dynamique Disney qui jauge le public. Ok, ils ont pas aimé, ben on fait différemment. Parce qu'en gros, c'est ça. Hein. Pourquoi Ryan Johnson a fait tout l'inverse? C'est que tout le monde leur a fait la critique après le set. Ben vous avez fait la même chose, faites différemment. Et du coup, Ryan Johnson il a fait, ok, je vais faire différemment. Vous allez bouffer, mais tout le contraire, tu vois. Donc c'était pas non plus la solution. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, ben là, pareil, Rose, les gens ont détesté le personnage, ce qui est un peu, enfin, pour des raisons que je peux quand même comprendre, parce que vraiment le moment, putain, c'était tellement beau, mais c'était, bon bref, on va parler. Je pensais qu'elle était morte. Du coup, dans le Oui, mais moi aussi. Moi, le souvenir que j'avais du 8, c'était Moi, il me semblait qu'elle était moi, il me semblait qu'elle était cannée aussi, mais finalement non. Mais de toute façon, je crois que tu la revois après dans le 8 quand même, hein, avant la fin. Donc voilà, mais je l'ai revu du coup avant d'aller voir le 9. Donc voilà, cette pauvre femme qui, elle, c'est pas sa faute du tout, hein, c'est pas la façon dont elle incarne le personnage qui pose problème. Ils l'ont clairement écarté du 9 et elle est au 3e plan quoi dans le film. Enfin, et c'est triste je trouve parce que c'est presque insultant alors qu'on te la vendait comme un nouveau personnage tu sais qui font partie qui faisait partie des principaux. On la voyait à l'écran. Oui, mais elle avait quand même elle avait son rôle, c'était un nouveau personnage dans la dimension qu'elle incarnait et tout. On te faisait même toute une histoire avec sa sœur qui était morte dans le bombardier et tout. Enfin, on t'avait fait tout un truc là-dessus. Et finalement maintenant elle est reléguée vraiment au second plan si ce n'est plus. Et c'est un peu triste je trouve pour cette actrice là qui a rien fait pour ça quoi. Enfin bon bref. Bon, mais si ça vous va, je pense qu'on a bien discuté de tous les films. On peut passer rapidement à nos attentes. J'en ai sélectionné seulement 4 parce que c'est les 4 qu'on avait en commun globalement et on a surtout un avec toi. Donc on va aller vite sur les premiers. Tenet, je sais pas si tu sais ce que c'est. Non. C'est le nouveau film de Nolan, mais on y reviendra. Donc le premier qu'on avait en commun, c'est toi et moi, Quentin, c'était The Grudge. Alors je pense que bon, déjà allez voir la vidéo qu'on a faite sur les yokai, puisque The Grudge est un yokai, hein, tu me contrediras pas, j'espère, si j'ai bien compris le texte que tu as écrit. Donc voilà, et qui est, c'est quoi déjà d'ailleurs comme, voilà, Honorio, tu galérais à le dire dans la vidéo. Non après, on a refait des prises. 50, c'était correct. Voilà, et donc c'est vrai que bon, The Grudge, je suis pas forcément très attaché comme ça de base à la saga parce que c'est quand même une saga au final, il y a eu quand même plusieurs opus. J'avais bien aimé le premier et je trouve qu'il y a quand même un savoir-faire à niveau horreur japonaise ils arrivent à être très glaçants avec en soi peu d'effets et peu de moyens et c'est extrêmement rafraîchissant de voir un cinéma d'horreur qui des fois a tendance à la surenchère aujourd'hui. Donc c'est vrai que j'attends de voir ce que ça va donner justement. Est-ce qu'ils ont versé dans ce pain-là avec le nouveau The Grudge à voir. Parce que j'ai Sam Raimi qui produit donc oui mais ça empêche pas, tu sais, je veux dire j'ai beau être fan de Sam Raimi, il a pas forcément que produit des choses intéressantes. Et ça m'étonne qu'il s'essaye pas à la réalisation sur ce type de film parce qu'il avait déjà produit le précédent remake hollywoodien parce qu'en fait il y avait le film était sorti au Japon et les États-Unis avaient dit c'est pas mal ce film, on va en faire un à la sauce américaine et c'est Sam Raimi qui avait produit. Mais du coup s'il est aussi attaché que ça à la saga, pourquoi il réalise pas lui-même? Ça fait un moment qu'on l'a pas vu d'ailleurs. Ben oui, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Je pense que après tu sais il a eu beaucoup de gadins au box office donc je sais pas si on va lui laisser des trucs. D'ailleurs parenthèse, mais cette année j'ai découvert Le Monde Fantastique d'Oz. Il a réalisé une espèce de... C'est quand même génial, le concept, il a réalisé un préquel au Magicien d'Oz, le film de 1939, ou je sais plus lequel. Il a réalisé le préquel et c'est vraiment super. Je vous conseille d'aller le voir, moi je l'ai trouvé en DVD et je m'attendais à pas grand chose et c'était vraiment génial. Bref, passons. Donc ouais, The Grudge... Alors j'ai vu les bandes annonces, ça a l'air d'envoyer sévère quand même en termes d'horreur. Donc voilà, je crois même qu'il y avait eu un problème vis-à-vis... au niveau en fait du visa d'exploitation parce qu'ils savaient pas comment à quel public il fallait destiner le film. Donc il me semble qu'il y a eu des problèmes donc c'est le CNC hein, qui distribue les visas. Donc bon, je suis hype, moi dès qu'il y a de l'horreur au cinéma, j'ai envie d'aller le voir. J'ai peur du coup. Ben oui, il sort début janvier mi-janvier là d'ici quelques jours. Donc je pense que évidemment je pense que j'irai le voir. Il y a Sam Raimi qui produit, c'est de l'horreur, mais j'ai peur du côté un peu surenchère et du côté finalement un peu film d'horreur lambda. Voilà.
c'est ça. Je sais pas si tu veux rajouter un truc par rapport à ça ou on peut passer à autre chose. Parmi les attentes qu'il y aura en 2020, il y a Tenet, le nouveau film de Christopher Nolan. Donc apparemment une espèce de ce que j'en ai vu de nouveau Inception sur l'idée, alors que là on maîtrise le temps, plus que c'est pas les rêves, mais on va maîtriser le temps. Dans l'espace. Oui, voilà, et c'est ça, donc le temps et l'espace, c'est ça l'idée. Et bien clairement on est encore sur les obsessions de Christopher Nolan qui a envie de jouer avec les timelines, qui a envie de jouer avec la narration. Ouais mais faut qu'il arrête. Je suis. Non mais c'est vrai que depuis Memento c'est quasiment ça tout le temps quoi. Enfin depuis Memento c'est il fait entre guillemets que ça. Je connais. La trilogie du Dark Knight. Oui, le Dark Knight c'est tout à fait. Mais je veux dire même tu prends Le Prestige c'est ça, tu prends Inception c'est ça, tu prends Interstellar ben ça peut être que ça puisque forcément voilà. Enfin c'est ouais. Donc bon voilà, il y a Tenet, il y a West Side Story. À la fin de l'année. C'est Spielberg du coup qui s'occupe du remake de West Side Story, donc une vieille comédie musicale qui est excellente. Et là, exactement. Co-réalisé, je crois. C'était à la fois réalisé par Robert Wise et le chorégraphe qui s'est fait virer avant la fin parce qu'il refaisait faire 50 fois les prises aux danseurs. Enfin, un psychopathe. Mais bon, du coup, le film, en termes de chorégraphie, c'est génial. Et puis, c'est le propos politique surtout qui est vraiment bon. Donc, j'ai hâte de voir ce que Spielberg. En plus, c'est Spielberg. Je l'ai vraiment. Quand j'ai vu ça, j'ai fait wow. J'avais pas eu l'info. C'est là pour préparer les attentes pour le débat que je suis allé voir. Il dit putain, il y a West Side Story qui sort. Donc faudra attendre décembre 2020 quand même. Mais j'ai hâte de voir ce que ça donne et j'ai hâte de voir ce que Spielberg va en faire. Je voulais juste te dire, c'est marrant parce que je crois que Spielberg a toujours eu ce truc de vouloir faire une comédie musicale. Il y a beaucoup aux États-Unis, j'ai le sentiment que les réalisateurs, ils ont deux obsessions. Quand tu veux être un grand réalisateur, il y a deux influences majeures. Ils veulent faire un western. Parce que c'est clairement ce qui a défini leur cinéma. Et t'as tous les grands cinéastes, ils en ont pas forcément fait un, mais quand tu les entends parler en interview, il y a tout le temps un truc, parmi mes films préférés, il y a Rio Bravo, il y a machin, ils vont toujours citer un western, c'est vraiment un truc très marquant. Et il y a les comédies musicales. Je pense influencé par West Side Story, par ce genre de choses. Et Spielberg, j'ai déjà essayé d'ailleurs, si vous le savez pas forcément, il a réalisé donc un film qui est très inconnu parce que c'est clairement un de ses plus imparfaits, mais en même temps une comédie complètement bordélique qui s'appelle 1941. Donc voilà, assez peu connu. Je vous la conseille en même temps parce que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Au moment, tu dois connaître cette histoire, le moment où il y a eu une panique parce qu'on pensait que les bombardiers japonais arrivaient en 1941, donc sur la côte. Ouais voilà. Et il y a eu en fait, à ce moment-là, il y a eu une panique générale. Il s'est passé plein de trucs durant cette nuit-là, alors qu'en fait, il se passait rien concrètement, tu vois. Et le film raconte ça et c'est assez hilarant. L'intrigue est hilarante, mais le film est assez bordélique. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a une grosse séquence au milieu de comédie musicale où il y a le personnage principal qui fait des claquettes et tout, et c'est assez drôle. Et Spielberg, j'ai regardé le making of et il disait, enfin au final, qu'il aurait aimé faire le film que sur ça, quasiment, sur une comédie musicale. Voilà. Au final, c'est pas vraiment une comédie musicale. Ah non, pas du tout. C'est pas une comédie musicale. Il y a cette scène-là qui est tournée. Il y a une scène de comédie musicale au milieu qui est très bien faite. Et Spielberg disait que voilà, lui, il avait envie de réaliser quelque chose comme ça un jour. Voilà, mais en tout cas, il avait envie de faire ça un jour, et finalement, c'est en 2020 que ça arrive. Et maintenant, on peut passer effectivement à Dune de Denis Villeneuve. J'attends beaucoup Dune de Denis Villeneuve. Pourquoi? Parce que bon, d'une part, Denis Villeneuve, il a quand même réalisé mon nouveau film préféré. Voilà. Blade Runner 2049, exactement. Ouais. Ah, on peut pas l'admirer. Ouais. Parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui à la fois a une démarche qui est hyper respectueuse des matériaux d'origine quand on regarde, qui en plus est hyper respectueuse aussi d'autres artistes. C'est-à-dire que je sais pas, enfin pour Blade Runner, il avait demandé à d'autres réalisateurs de réaliser des courts-métrages pour expliquer des choses de l'univers, etc. Ouais, et du coup c'était, voilà, on sent que c'est quelqu'un qui s'investit dans ses projets, qui aime ce qu'il fait, qui choisit ses projets, qui a une démarche en plus de faire les choses correctement et d'essayer de, voilà.
Et du coup, je suis très curieux parce que c'est vrai que on fait vraiment tout un flanc avec le Dune de David Lynch, qui est pas si mauvais, mais qui est pas si bon non plus, quoi. Alors que, en vrai, si t'as pas lu les bouquins, c'est compliqué, que c'est un rythme particulier aussi. Je veux dire, c'est un peu comme 2001 l'Odyssée de l'espace, quoi. Faut pas s'endormir. Du Randall the Grey. Non mais, voilà, quoi. Mais c'est pas l'objet du C'est un rythme. Et donc je suis très curieux de ce qu'il va faire parce que on va peut-être enfin avoir un Dune voilà, qui se tient, qui a été fait correctement, qui se tient, qui a été fait correctement et qui donne aussi toute son ampleur à cette œuvre-là, quoi. Sur Dune, juste ce que je voulais dire, c'était mon interrogation, est-ce que Denis Villeneuve va reprendre des idées qui ont été préparées quand Jodorowsky bossait sur le film Dune. Ah oui. Puisqu'il y a énormément de choses qui a été pensé, réfléchi, dessiné. Voilà, il y avait un storyboard. Voilà. Est-ce qu'il va réutiliser une partie de ce qui a été fait? Est-ce que Jodorowsky est dans la boucle, ou est-ce qu'il fait vraiment son film et il fait table rase sur tout ce qui a déjà été préparé en amont? Bon, on verra à la sortie du film. Bah après, vu ce que tu disais sur le fait qu'il s'était inspiré, il a demandé à des gens de faire des courts-métrages pour Blade Runner, on peut peut-être imaginer que du coup il va prendre ça aussi comme base. Ça m'étonnerait, oui, qu'il en fasse rien. Bah parce que tu dis, même par respect pour le fait, c'est tellement devenu un truc culte du cinéma alors que le film n'a jamais existé, de Jodorowsky, tu te dis que peut-être qu'il va quand même... Enfin, c'est vrai que t'as un film qui est présenté sur un plateau, quoi, donc tu te dis, c'est un peu dommage peut-être de pas aller piocher des idées. Bon, bah écoutez, moi je propose de passer. Alors, j'avais prévu une petite séquence possibilité d'aborder un film en particulier si on n'a pas eu le temps de l'évoquer, mais si vous avez rien de particulier, on peut passer au débat directement. Moi, j'aurais juste rajouté 2 attentes. Très rapidement, juste pour dire que j'ai très envie de voir Les Enfants du Temps de Makoto Shinkai, un film d'animation, mais je crois qu'il est déjà sorti là au moment où on tourne cette vidéo, mais que j'ai toujours pas vu. Et aussi, il y a Edgar Wright qui sort un film cette année et que j'ai très envie de voir. Je me suis pas du tout renseigné sur le film, j'ai juste le fait que ce soit Edgar Wright qui le réalise, ça me donne très envie. Ça s'appelle Last Night in Soho. Ah oui. Voilà. Donc je sais pas de quoi le film parle, mais mais voilà, j'ai très très envie d'aller le voir. Et juste, puisque tu disais, au départ, j'avais mis que les attentes qu'on avait en commun, mais du coup, j'en profite pour dire à la volée que moi, j'attends énormément Mulan. Parce que, non mais, je c'est même pas une blague. Non mais pour le coup, je sais que ça a l'air complètement incohérent avec ce que j'ai dit par rapport à Disney, mais si vous avez vu, ne serait-ce que la bande-annonce, ils ne refont absolument pas le film d'origine. Déjà, il y a même pas Mouchou. Déjà, c'est quand même une putain de truc osé. Bah ouais, mais c'est osé du coup. Moi je peux pas. Non mais si je suis cohérent avec moi-même, je peux pas critiquer le film quand il change quelque chose de majeur. Le film a l'air ultra badass. L'actrice principale a l'air géniale. Enfin vraiment, quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai été vraiment très hypé. Et comme Mulan, moi c'est mon Disney préféré, sincèrement. J'ai longtemps hésité quand j'étais petit, j'étais à Hercule ou Mulan, mais je crois que je préfère vraiment Mulan que Hercule. Je suis vraiment hypé, et en plus il y a le Saint Graal, littéralement. Cette année il y a Kaamelott. Enfin le film. C'est vrai. Kaamelott le film, et en plus là Alexandre Astier sur Instagram, t'as une publication par an, tu vois, et là il publie des images de tournage, on le voit avec une caméra, on était là, ah putain, tu sais, c'est l'Arlésienne vraiment du cinéma français. On va être déçu, c'est une Arlésienne. De toute façon, il faut une conclusion, et je pense, tu sais, le mec, il a quand même pris 10 ans, et volontairement, hein, c'est pas parce que, il y a eu aussi des histoires de droit, effectivement, mais lui, je me rappelle, je l'avais entendu dans une interview où il disait, excusez-moi, j'ai pas été gêné entre Star Wars 6 et Star Wars 1 d'avoir attendu tout ce temps, parce que au moins, voilà, ça m'a pas gêné d'attendre pour préparer un projet, et il dit, mais moi, je ferai Kaamelott quand j'aurai le temps et l'envie de m'y investir. Surtout que nous, on n'a pas attendu longtemps entre Star Wars 6 et Star Wars 1. Bah du coup non, forcément, il est con. Il est con. Voilà, donc du coup, je passe à la volée vite fait, je veux pas tout dire, mais il y a un autre truc que j'attends énormément. Halloween Kills, c'est mais la suite de Halloween, enfin. Et en plus, tu parlais tout à l'heure de Halloween Kills, et ce qu'aurait dû être aussi Star Wars, parce que là, ils ont du coup tourné les 2 films en même temps, et l'autre sortira que l'année d'après. Mais ils ont tout écrit et tourné d'un coup. Ils attendaient, ils ont fait le classique de, on sort un film, on voit s'il marche, et s'il marche, on lance l'idée qu'on avait en tête de cette trilogie. Peut-être que là, ils vont tirer sur la corde et ça va être très décevant. C'est pas impossible, mais vu le succès qu'avait été Halloween, parce qu'on oublie de le citer à chaque fois, j'entends des gens dire, j'avais été un peu déçu de Seb du Grenier,
qui disait, tu sais, Seb, il est fan ça se voit, de films d'horreur et de Carpenter, il en parle quand même de temps en temps, et il avait dit, ouais, j'ai pas retrouvé la magie quand j'ai vu Halloween. J'ai envie de dire aux gens, vous avez oublié quand même que ce film-là a explosé les records du box-office, il a été produit pour 10 millions de dollars. C'est rien. Aux États-Unis, c'est merci à la société de production, elle s'appelle Blumhouse, Grindhouse, je sais plus comment elle s'appelle. C'est une société en gros qui dit aux gens, il y a des réalisateurs, Jordan Peele il a fait Get Out via cette société, si je dis pas de bêtises, de production. En gros, c'est une société qui dit on vous donne peu, mais par contre vous êtes libre. Et ça, je trouve le concept est cool, et du coup tu te retrouves avec Halloween comme ça, quoi. Enfin bref, passons. Du coup, je reviens sur notre débat. Il y a aussi, je le dis en passant sur les gros trucs, il y a SOS Phantom 3 qui va sortir. Du coup, en gros, SOS Phantom il dit, vous voyez le SOS Phantom avec que des femmes là? Ouais, en fait, il n'a jamais existé. Voilà. Comment, enfin, bref, peu importe. Donc parmi les petits débats que je voulais vous proposer, il y avait, putain, on est tellement déjà plus long que l'année dernière, alors que j'avais dit qu'on ferait plus court, c'est quand même incroyable. Donc on va aller assez vite, notamment sur le premier parce qu'on a déjà abordé. Alors Parasite, Joker, Les Misérables, Us. Est-ce que cette année on peut parler d'un cinéma révolutionnaire? Est-ce qu'on peut parler est-ce qu'il y a une révolution du cinéma, ou est-ce qu'il y a eu clairement un excès d'enthousiasme par rapport à ces films-là? Est-ce qu'ils sont tous dans la même catégorie? Tu l'as vu, Les Misérables? Ouais, je l'ai vu, ouais. Je donnerai mon avis éventuellement. On essaie de répondre à ça en une dizaine de minutes, ça vous va? Qui veut commencer? Non, bah, sinon écoutez, moi j'ai vu Les Misérables par exemple, et d'ailleurs ça fera le lien avec la suite du débat, vous verrez pourquoi. Les Misérables était vraiment, c'est un très bon film. Pareil, il est pas arrivé dans le top pour des raisons purement mécaniques en fait, c'est-à-dire il est parti du panier, mais en fait voilà, comme il y avait plusieurs films qui avaient la même note sur mon classement, il a pas été celui qui a été sélectionné dans le premier. Bon, voilà, mais c'est clairement un très bon film. Et du coup voilà, Les Misérables c'était extrêmement bien foutu. J'avais juste un petit bémol à nouveau, c'est peut-être mon obsession de cette année, mais sur le jeu d'acteur, parce qu'il a pris visiblement des acteurs non professionnels sous certains moments. Et des fois on me trouve dur quand je dis ça, mais il y a des gamins qui jouent mal. Je suis désolé, c'est pas leur faute, mais enfin voilà, mais il y en a qui jouaient pas très bien. Ça faisait un peu, je récite mon texte, je regarde le réalisateur, c'était bien. Enfin, tu le sens à certains moments. Et moi, c'est con, mais comme le film est très rythmé, il est bien foutu. Et ben c'est ce genre de petits détails, tu te rappelles que t'es dans un film en fait. C'est ça qui est dommage, alors que le film est extrêmement réaliste et te montre vraiment ce que c'est que la situation de la banlieue aujourd'hui, quoi. Et en plus il y a cette fin qui est magnifique, et je vous la dévoile pas du tout, mais le film fonctionne un peu. Non, je vais même pas vous dire ça, je vais rien vous dire. Disons voilà, la fin est. Non, Non, mais je suis pas Captain Spoil moi. Et du coup, voilà, une fin que je trouve tout à fait, extrêmement bien réalisé. Il y a vraiment un sursaut à ce moment-là. Moi, je crois que c'est le genre de film où le réalisateur, il avait la fin en tête et il s'est dit, il a construit le film autour. Parce que ça, tu sens qu'il y a une espèce d'apothéose à ce moment-là qui est tout à fait bienvenue d'ailleurs. Donc voilà, le film est très bon. Peut-être des fois j'ai eu des incertitudes sur certains acteurs, mais clairement ça ne plombe pas le film, c'est sûr. Mais après, il passe après un mastodonte quand même très connu qui s'appelle La Haine, de Mathieu Kassovitz. Et le truc, c'est que là, la grosse différence, c'est que Mathieu Kassovitz a beaucoup plus vous êtes vraiment nuls avec les pistaches, hein. Mathieu Kassovitz a clairement une réalisation qui est beaucoup plus artistique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a de la mise en scène qui est significative. Le réalisateur, dont j'ose pas prononcer le nom parce que j'ai peur de mal le prononcer, le réalisateur des Misérables, elle est très fonctionnelle. Il montre ce qu'il a à montrer parce que c'est de la caméra à épaule, c'est presque un documentaire, quoi. Et donc c'est une intention, tout à fait. Il y a aucun problème, c'est pas une critique ce que je dis là. C'est juste que moi je suis plus attiré par la réalisation un peu plus tape à l'œil, un peu plus voilà, quand tu vas te dire ah ouais, du coup il a composé son plan comme ça parce qu'en fait ça veut dire ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas vraiment te dire ça avec Les Misérables parce que c'est très très réaliste. Mais bref, passons du coup. Est-ce que finalement c'est l'année du cinéma révolutionnaire? Est-ce que c'est une révolution du cinéma? Est-ce qu'il y a eu un excès d'enthousiasme? C'est ce que tu semblais dire un peu avec Parasite, Joker. Je pense surtout qu'il y a une mécompréhension des idéologies qui motivent et qui sont derrière ces films. C'est-à-dire que on est toujours quelque part, et je pense, à part peut-être pour Les Misérables, sur une expression détournée, mais de la pensée dominante. Pour moi. D'accord. Dans la mesure où même Joker, ou peut-être un peu moins Parasite, c'est quand même des films qui remettent pas en cause un certain individualisme libertaire, quoi. Oui, d'accord. Et du coup, on en fait beaucoup en mode c'est la révolution.
mais alors que quelque part c'est pas si marxiste que ça, quoi. Oui, c'est Joker il y a un homme, voilà. c'est un homme qui change la face de l'histoire. Et du coup, Il y a pas de enfin, collectif, c'est- par conséquent, je suis un peu tempéré sur est-ce que c'est une année de cinéma révolutionnaire. Je dirais que c'est une année de cinéma contestataire. Est-ce qu'elle est révolutionnaire? Je sais pas. Ça va être dur de passer après ça quand même. C'est pas facile. Moi, j'isolerais peut-être Bong Joon-ho, qui pour moi, Parasite, on peut quand même clairement dire que dans sa filmographie, il y a une forme de continuité et lui, il est clairement marxiste. Enfin, il parle de lutte des classes. Enfin, quand tu prends, Parler de lutte des classes, c'est marxiste. oui, Enfin, tu vois ce que non je veux mais dire, disons que c'est plus explicite. Il y a des films qui vont parler d'inégalité, qui vont parler de difficultés de la vie, etc. Mais sans pour autant dire bon ben les gars, faut se bouger, faut changer les choses, etc. À mon sens, Bong Joon-ho, quand tu prends Snowpiercer, même Okja, et aujourd'hui Parasite, clairement ça crève les yeux, quoi. Donc lui il y a pas de doute à ce niveau-là, mais ça fait un moment qu'il en parle. Sa carrière est témoigne pour lui. C'est vrai que ce que je dis, c'est quand même surtout valable sur Joker. Ouais, tout à fait. Bah écoutez, enfin, on n'est pas obligé de s'attarder forcément là-dessus si on est à peu près d'accord sur l'idée. Moi, ce qui est sûr, c'est que je répète un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait que c'est fou comment j'avais le sentiment quand même que Todd Phillips. Après, peut-être que Todd Phillips lui-même ne comprend pas son film, c'est pas impossible. Mais j'avais le sentiment que justement le fait de vouloir masquer les gens qui se griment en clown, etc. Il y a un côté justement, tu t'invisibilises derrière ce masque-là, etc. Tu t'anonymises, merci, c'est ce que je cherchais. Et du coup, il y a à côté l'homme providentiel, il y a toujours effectivement un peu cette idée-là derrière. Et c'est vrai que c'est quelque chose avec lequel moi je suis en désaccord dans l'idée. Il y a eu des hommes qui ont ou des femmes qui ont accéléré le cours des choses à un moment, mais parce qu'ils ne sont que l'expression à ce moment-là de ce que la masse de ce que la masse a besoin. Et peut-être que Joker c'est ça au fond, c'est-à-dire ils finissent par se trouver un représentant vers la personne qui ne le veut pas. Et c'est ça peut-être la clé du film, c'est qu'au final il le veut tellement pas que du coup il devient digne de confiance. Parce que en fait, quelqu'un qui veut à un moment donné être leader, il n'a plus la confiance aujourd'hui du peuple. Et ça, c'est peut-être le propos vraiment, je pense au final du film. Et c'est pas la lecture qu'on en fait traditionnellement quand tu lis certains critiques ou même certains fans sur les réseaux, puisque eux ils voient chez Joker un programme politique établi et ces gens il faut se soulever de cette manière-là. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est. Il faut juste se dire que ça reste au stade de symbole. C'est pas je mène la barque et allez, mon programme c'est ça et venez avec moi, on va le faire. C'est juste dans la vie d'une personne qui n'a pas voulu mener un projet. C'est juste cette vie à parler aux gens et elle est devenue un symbole. Mais c'est pas un leader d'un quelconque mouvement social. C'est juste l'étincelle qui a fait que tout le monde s'est vu en lui, s'est identifié et s'est soulevé. Mais après, on peut pas enlever quand même au Joker que c'est un film, c'est pas subversif. Enfin, il l'est quand même. Après, enfin, disons que ça dépend. Qu'est-ce que t'entends pas subversif dans le sens sur le propos qu'un film grand public finalement montre des populations qui se soulèvent, qui disent mais enfin on veut tuer les riches, etc. Sur ce propos-là, je suis d'accord parce qu'il dérange forcément un peu, tu vois. Après, en termes de cinéma, ça a déjà été vu et la forme du film n'est pas en soi suffisamment subversive pour épouser le propos. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas si je suis très clair. Souvent on cite cet exemple, mais il est extrêmement parlant. Tu disais? Ah non, V pour Vendetta, là pour le coup c'est pareil, c'est le fond, mais c'est pas forcément la forme qui subvertit le truc. Mais moi je pensais par exemple à des films comme, on en a souvent parlé, mais enfin c'est souvent cité comme exemple, The Devil's Reject, qui est un film voilà où là clairement non seulement c'est très subversif parce qu'en fait le film te montre les agissements d'une famille de psychopathes qui vont commettre les pires exactions, mais là où le film du coup devient réellement subversif, c'est que le film te les filme comme si tu suivais une famille lambda. Vous voyez l'idée, c'est là où toi t'es complètement perdu et t'es déstabilisé en tant que spectateur. Parce que si tu vois, là tu vois des gens, des psychopathes qui commettent des choses affreuses, mais c'est eux le centre du film. C'est pas c'est les méchants entre guillemets, oui, selon nos systèmes de valeurs. Mais le film les suit comme tu suivrais l'escapade de le week-end en famille. Voilà, bon, on va dépecer des gens, mais c'est un joli week-end. C'est vrai que quelque part, enfin, j'allais dire un manque, mais il y a
on n'est pas dans un cinéma assez structuraliste cette année, et notamment par exemple pour Joker, pour pouvoir dire que c'est vraiment un cinéma à visée englobante, quoi. Je sais pas à quel point il faut aller dans du structuralisme, où il faut garder quand même des personnages principaux pour avoir un processus d'identification. C'est assez compliqué, hein, parce que quand tu regardes du cinéma soviétique, alors oui, certes, c'est beaucoup plus structuraliste pour le coup. Tu cherches à être un même. Mais non. J'ai regardé, je me suis tapé cette année le Guerre épée de Bondarchuk. Je sais même pas comment le prendre. Bondarchuk. Et c'est long, c'est très long. Mais quelque part, c'est structuraliste pour le coup. Pas tout le temps, mais quand même, parce que c'est une adaptation du bouquin aussi quand même. Ça change quand même. C'est une visée vraiment différente. Et je sais pas à quel point en fait tu peux marier le fait d'avoir un cinéma critique du coup qui forcément va tendre vers le structuralisme, et le fait d'avoir un cinéma divertissant qui forcément va tendre vers un processus d'identification, et donc d'avoir des personnages principaux qui sont clairement identifiés, que tu vois, dont tu reconnais le visage, etc. Tu vois. Mais alors, est-ce que du coup, est-ce que alors Dunkerque c'est un film structuraliste selon toi? Parce que c'est un film où clairement le but était pas de mettre l'accent sur les personnages, et pourtant, enfin moi je me suis un peu emmerdé, emmerdé. Enfin tu vois, ça m'a déstabilisé de pas avoir d'accroche au niveau du film. Le problème de Dunkerque, c'est pas tellement la mise en scène structuraliste, c'est plus déjà le problème d'unité de temps, enfin le problème de la gestion du temps, et ensuite le problème du propos sur du French bashing quelque part, j'allais dire, mais oui, dans l'idée, tu vois, c'est pour le coup, Dunkerque, c'est un film qui est clairement vachement plus structuraliste. Bon, même s'il y a Tom Hardy quand même, bon, voilà. Mais tout structuraliste que je suis, et ben du coup, c'est un film qui ne m'accroche pas parce qu'il n'y a pas d'attache. Mais tu vois justement le poids des structures, parce que t'es tellement habitué à voir du cinéma où tu suis des personnages que c'est très compliqué d'en voir un où il a poussé le vice jusqu'à te mettre des personnages qui se ressemblent, et tu les confonds en plus avec la boue, avec le sang, avec machin. Ça marche toujours. Oui, c'est bon. Enfin, tu vois, et ça, c'est vrai que mais ça, j'ai toujours reconnu à Dunkerque cette grande qualité-là. Après, tu peux reconnaître toutes les qualités du monde dans un film et te dire, après, est-ce que c'était divertissant pour moi? Enfin, moi, c'est surtout que le film m'a clairement défoncé les oreilles, donc en plus, c'était ça. Non, mais ça aussi. Mais moi, c'était un problème. Vu dans des conditions, voilà, moi, j'étais pas eu les bonnes conditions. Ennuyé, Ah non, mais je me suis pas ennuyé. Ça, si j'ai dit ça tout à l'heure, c'était l'excès. Écoutez, on peut faire une transition assez subtile, vous allez voir. C'est que finalement, Joker, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est une forme de remake de Taxi Driver, et en plus le film, enfin je dis on en a parlé, je sais même pas si la caméra tournait. Voilà, Joker il ressemble beaucoup à Taxi Driver, a clairement les mêmes inspirations, et d'autant plus quand on sait que Scorsese est à l'origine du projet, même s'il a quitté en cours de route. Peut-être parce que je sais pas, peut-être que oui, enfin voilà, mais il a participé au processus de lancer, voilà, le film est devenu un vrai sujet et a été lancé, et après il l'a finalement quitté. On a eu la postologie Star Wars, et que Durandal résume comme la nostalgie. On a cette année Wonder Woman 1984 qui se passe en 1984 avec toute l'esthétique 80s, etc. On a les remakes live action de Disney. On va avoir le Dune en 2020, etc. Bref, ce que je veux dire par là, est-ce que on est, en tout cas au moins en 2019, est-ce que le cinéma est pas rentré, et le cinéma mainstream et de divertissement on va dire au minimum, rentré dans une forme une ère de la nostalgie de façon globale? Est-ce que c'est le sentiment que vous avez aujourd'hui, et que il y a tellement une crainte d'innover parce qu'il y a le risque de se planter, qu'on reste sur des valeurs sûres et qu'on veut pas bouger d'un iota, à l'image d'un Star Wars 7? Ça, c'est c'est un mouvement de fond enfin c'est ce que je disais avant qu'on lance la caméra. Ça date pas d'aujourd'hui à mon sens. L'industrie du cinéma s'est toujours appuyée sur et pas que l'industrie du cinéma, enfin toute industrie. Quand on peut prendre le minimum de risques pour maximiser les profits, on le fait. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, et ça se passait avant. Il y a des films qui sont sortis dans les années 20, ils ont connu 2-3 remakes en l'espace de 20 ans, quoi. À cette époque-là. Donc aujourd'hui, le cinéma est plus que jamais hyper
productif et hyper productif au sens où ça rapporte. Donc forcément, il y a énormément de studios qui se disent les gens continuent d'aller en salle, on leur pond des remakes, on joue sur l'affect de en un sens, moi je trouve que Star Wars c'est une hyper bonne réussite dans la mesure où il y a eu une première trilogie qui a touché une génération, une deuxième qui en a touché une autre, et une troisième qui en touche une autre, de la même manière qu'Harry Potter. Quand on va voir les animaux fantastiques, forcément la cible c'est beaucoup ceux qui ont grandi avec la saga et qui veulent aussi transmettre à une nouvelle génération. Donc forcément qu'on joue sur la fibre nostalgique, et on le fera toujours. Je pense pas que ce soit une spécificité de l'année 2019 et une spécificité de l'industrie du cinéma de maintenant. Ça a toujours existé et ça existera toujours. Je réponds sur ce truc-là et après je te laisse la parole peut-être. Oui, mais regarde, par exemple, tu prends 20 ans plus tôt. Pour le coup, Lucas a, entre guillemets, pris un risque avec sa prélogie, par exemple. Et qui a été, du coup, détesté, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que clairement, on avait deux trilogies extrêmement distinctes et qui n'abordent même pas, qui n'ont pas le même ton, qui n'abordent pas les mêmes sujets, qui ne les mettent pas pareil en scène, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je trouve que il y a surtout un sentiment de vacuité. Je sais très bien, bien sûr qu'il y a toujours eu des remakes. Ça, c'est idiot de dire, il y a de plus en plus de remakes à Hollywood, il y a plus d'inspiration. Ça, je suis d'accord que c'est des conneries. Je dis juste que, par contre, dans les remakes qu'on fait aujourd'hui, il y a une forme de vacuité je parle surtout de Disney. Quel est l'intérêt de La Belle et la Bête? Quel est l'intérêt du Roi Lion? Alors pas tous, hein. Ça, pour moi, c'est encore autre chose. C'est bien des remakes. C'est un remake, mais c'est juste. Mais pour moi, c'est de la nostalgie. On a fait des films d'animation et aujourd'hui, on va les vendre autrement, pas en faisant de l'animation, mais en faisant un autre procédé d'animation, parce que ça reste de l'animation, c'est des images de synthèse. Donc c'est créé numériquement par d'autres procédés que l'animation traditionnelle, mais ça reste de l'animation. Oui, tout à fait, mais du coup, quel est l'intérêt de revoir exactement le même film, fait différemment en termes de procédés? Je veux dire, créer l'illusion du nouveau. Oui, mais voilà, tu crées l'illusion du nouveau. Mais le problème, c'est que l'argent qui a été alloué pour le Roi Lion, pourquoi ne pas l'allouer pour un nouveau film d'animation? Tu vois ce que je veux dire? Mais faire la même chose, ou à la limite. Il y a plein de gens créatifs. Attends, stop, je crois que ça a coupé. Comme un idiot, j'ai pas mis la carte SD qu'il fallait, donc je reprends rapidement mon propos, mais comme ça fait bientôt 3 heures. C'est bien organisé. Oui, voilà. Ouais, te fous pas de ma gueule parce que pendant que ça coupait, ça a continué à enregistrer, j'ai entendu ce que t'as dit, Antonin, je peux l'afficher. Ouais, c'est ça. De Lulu, tu parlais ou de qui? Oui, parle-nous de cette Lulu. Tu es très sémillant aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. T'as changé de coupe? Donc, je te remercie. Non, on va avancer du coup parce qu'effectivement on est bientôt à 3 heures de rush et c'est peut-être un peu exagéré, même s'il y avait des sujets dont on avait envie de débattre. Tant mieux finalement. Et je disais juste à l'ère de la nostalgie en parlant des remakes Disney, parce que il y avait une espèce de vacuité par rapport à leur remake, et je critiquais donc Disney sur le fait que leur remake n'est pas grande utilité, que ce sont juste des procédés techniques qui sont juste de l'esbrouf et qui dépensent donc des centaines de millions pour créer effectivement de l'animation qui est assez bluffante en soi, mais qui ne raconte rien de plus que le même film d'animation sorti 10, 20 ou je ne sais combien d'années plus tôt. Donc c'est ça que je trouve extrêmement dommage, et pour moi il y a un sentiment de, pourquoi je parle d'ère de la nostalgie, c'est que certes, comme tu disais, alors je sais pas si ça a été enregistré, mais tu parlais de la volonté de maximiser les profits en soi, c'est-à-dire tu dis tu prends pas de risques et tout, mais clairement l'absence de prise de risque elle se fonde sur un sentiment de nostalgie, c'est que les gens sont contents, et la preuve c'est que moi, tout crétin que je suis allé le voir, le Roi Lion. Enfin tu vois ce que je veux dire, c'est que, alors moi je m'attendais, j'étais mais est-ce que ça va être le même film, et au final oui, donc j'aurais pas dû y aller, mais je pouvais pas le savoir à l'avance. Mais le truc c'est que clairement, globalement on est content et on y va parce qu'on a envie de revivre le même truc que à l'époque, et c'est ça que je trouve extrêmement dommage, et je trouve que c'est pas pour rien qu'aujourd'hui Disney produit ces remakes là et fasse Star Wars, qui clairement pose problème par rapport à cette notion de nostalgie, parce que c'est vraiment le fond de commerce, c'est refaire vivre aux gens non pas une expérience similaire, mais la même expérience qu'il y a tant d'années. Et vas-y, j'allais sinon faire la transition avec la suite, mais et je dirais que ce qui est aussi intéressant peut-être, c'est de réfléchir à qu'est-ce que ça révèle, cette nostalgie. Peut-être que si les gens ont besoin de nostalgie, c'est peut-être parce que le monde actuel les stresse trop, peut-être que c'est parce que le monde actuel ne les enchante pas qu'ils ont besoin de se replonger dans des œuvres nostalgiques, tu vois. Tout à fait. Mais justement, ça pour moi c'est la première partie de l'explication. Il y a ce côté-là, mais il y en a un autre pour moi qui est presque très technique. Il est qu'en fait,
pourquoi ce sont les années 80 et 90 qui sont les plus, pour moi, ciblés par ça? Parce que ça se passe juste avant l'ère du tout numérique et le moment où on s'échange tout, et vous remarquez que, enfin, je veux dire, il y a des films aujourd'hui, t'as l'impression qu'ils passent tellement vite à la trappe, alors qu'il y a des très bons films, mais qui passent à la trappe très vite parce que tout va très vite. Et en même temps, du coup, il y a ce côté-là, et en même temps, ceux qui ont grandi, qui sont nés donc dans les années 80 et qui ont grandi dans les années 90, eh ben c'est eux aujourd'hui qui sont sur les réseaux, c'est les joueurs du grenier, c'est les Karim Debache, c'est eux qui influencent aussi les gens. Il y a Benzaï par exemple, et c'est eux qui influencent aussi les gens sur ce qui était cool comme cinéma à regarder. Et regardez à quel point, par exemple, moi, si je regarde mon top de films préférés, tout se situe dans ces années-là, alors que c'est une époque que j'ai pas connue. Et je trouve ça délirant parce que j'ai écouté tous ces gens parler et qu'à un moment donné, on m'a fait bien comprendre que tout ça était super cool. Et là, je reconnais, je mets à nu mes propres déterminismes en soi, mais c'est exact. Pour moi, c'est en tandem avec l'explication. Effectivement, on a besoin d'un petit doudou rassurant avec ces films-là, mais il y a aussi un côté. Parce que les années 90, elles ont été l'année où ont grandi ceux qui aujourd'hui sont sur des réseaux et qui ont diffusé ça. Alors qu'aujourd'hui, nous, on est dans une époque où tout ce qu'on a connu, même si nous on est des années 90, mais on a plus grandi dans les années 2000, on a une époque où tout se diffusait tellement qu'en fait, il y avait plus, tu sais, t'avais plus d'exception. Genre les films dont on parle, tu vois, tout le monde les a vus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est genre, t'avais un sentiment à l'époque où il y avait vraiment entre guillemets des vrais geeks, des vrais gens qui avaient une communauté autour d'un film, etc. Et tout le monde ne connaissait pas leur délire et tout. Aujourd'hui, il y a une démocratisation de tout, notamment même à travers des séries qui le font tant bien que mal, comme genre Big Bang Theory et tout. Et on devient tous des petits experts dans tous les domaines. Donc finalement, tu te sens plus valorisé par le fait qu'il n'y a plus d'exception de ta culture. Je sais pas si je suis clair encore une fois dans ce que je dis, mais je pense que ça s'explique aussi. Et quand t'écoutes d'ailleurs Joueur du Grenier parler dans les critiques ciné qu'il fait, j'ai jamais vu un type qui a aussi peu de recul sur la vie qu'il a eu, parce qu'à chaque fois tu sais très bien que Jurassic Park, mais de toute façon c'est nul tant que c'est pas l'original. Tu sais ce que je veux dire? Tout ce qu'il y a à chaque fois c'est ça. À chaque fois que t'écoutes une de ses critiques qui parle d'un film, qui est une suite ou un remake d'un film qu'il a connu, c'est tout le temps nul de base. Et j'en parlais tout à l'heure à SF du Grenier qui disait le nouvel Halloween ça marche pas. Si t'es un minimum honnête, c'est 1000 fois plus divertissant de regarder ça que le film de 78. Excusez-moi, vous avez pas entendu. J'ai rien dit, non, j'ai pas de belgicisme qui me terrifie. Non, j'ai rien dit. Clairement, tu passes un meilleur moment. Enfin, tu vois, moi j'adore, je suis absolument fan de Carpenter, vous le savez, mais je veux dire, si je suis honnête, je préfère regarder ça aujourd'hui. L'autre, si je le regarde, c'est parce que c'est plus avec un décalage, c'est-à-dire je me dis ah ouais, enfin c'est les années 70, donc c'est ça que j'apprécie, mais c'est pas en termes de divertissement pur et simple. Enfin voilà, et c'est un peu ça que je voulais aborder dans ce truc-là. Mais est-ce que vous voulez qu'on switch pour vas-y. Juste moi je fais l'hypothèse que dans 20-30 ans on se dira ah bah quand même les films des années 2000-2010 c'était quand même vachement bien quoi. C'est obligé. Il y a toujours, tu laisses passer le temps le doux souvenir de ce que tu as apprécié à une période donnée avec les personnes avec qui t'as vu le film. Ou tout à l'heure tu parlais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Excusez-moi, parce qu'en fait j'ai un plafond, j'aimerais le garder. Non mais on dirait c'est le bruit de quelqu'un qui est en train de mixer sa soupe. C'est tous les soirs depuis des mois et je sais pas ce que c'est. Ils font de la soupe tous les soirs. Mais là, tu vois, il est à la chignole là. Je sais pas. Ou alors c'est pas des légumes. Ah, pardon, excuse-moi. Allez, avançons parce que. Quoi? Ça s'appelle une chignole. Oui mais bon. Oui, ça va, je sais que t'as la référence. C'est bon, je mettrai la séquence de Caméra Café. Il a pas l'air commode le Tony. Bah voilà, il a repris la chignole, le travail manuel quand même. On savait vivre avant, à l'ancienne, hein. Mais voilà, juste pour dire que n'importe quelle œuvre, une fois que le temps a passé, il y a une sorte de un peu cocon de se dire ah tiens ça c'est le film que je voyais quand j'étais petit et pourtant c'est pas si extraordinaire. Enfin il y a pas de différence flagrante de qualité. Mais c'est terrible. Je pense que ça veut dire qu'on doit mettre fin à ce débat. On passe au avant-dernier sujet. Et juste toute petite chose pour compléter ce que tu dis, je dis juste, il y a aussi un petit détail, c'est que de la même manière que tu sais quand les consoles de jeux vidéo sont passées à la 3D, il y a eu clairement un âge sombre du jeu vidéo où aujourd'hui c'est franchement injouable. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté très technique aussi. Et c'est pareil dans le cinéma. Le début, nous, des années 2000, c'est le moment où, avec tonton Spielberg qui fait Jurassic Park en 93, d'accord, mais on lance cette ère du tout numérique.
Et les premières heures du numérique au cinéma, même aujourd'hui, enfin tu sais, ça, c'était pas beau déjà à l'époque et ça a mal vieilli aujourd'hui. Ouais, enfin, tu vois Vidog et trucs, tu vois ce que je veux dire? Certains films fauchés. Oui, qui, voilà. maîtrisaient pas encore la technique et Tout qui à avaient fait. pas le budget pour faire quelque chose qui ressemble à quelque chose. Oui, je suis absolument d'accord. Et bien sûr qu'il n'y avait pas que du cinéma qui utilisait l'image de synthèse et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que cette période-là, je pense qu'elle a aussi, du coup, dans le cinéma de divertissement où on s'est dit il faut tout faire à ça, elle a un peu mal vieilli. Et je peux prendre un exemple très personnel et pour le coup, je pense qu'il va prouver que je suis honnête. Tu regardes New York 97 et Los Angeles 2013. Et tu vois, les deux films, ils essaient de faire la même chose. Et le second, d'ailleurs, Los Angeles 2013, il a 10 fois plus de budget, même plus que ça. Il en a, 10 fois plus. Je crois que c'est ça. Peut-être pas 60 millions, quand même, le premier a 6 millions de budget, le second il doit en avoir au moins 30. Donc ça fait 5 fois plus. Et pourtant, il a très très mal vieilli le dernier, enfin de Los Angeles 2013, parce que il y a tellement d'images de synthèse, Carpenter a tellement vu une opportunité de tourner des scènes qu'il n'aurait pas pu faire en live action, que le film aujourd'hui je le trouve vraiment dégueulasse. Et je sais qu'il est culte pour beaucoup de gens, mais je le trouve assez dégueulasse. Et New York 97, je le préfère parce que du coup ça fonctionne mieux. Et c'est pas en mode puriste, c'était le premier, non. Los Angeles 2013, je trouve la conclusion est géniale par rapport à 97. Je préfère la conclusion de Los Angeles 2013. Mais je trouve que le film a juste mal vieilli, et ces séquences de surf par exemple, des trucs comme ça, c'est moche, vraiment c'est objectivement moche, et je pense que c'était moche à l'époque en plus. Et donc je pense qu'il y a une petite période, tu vois, de début des années 2000 où repense aux séquences de vol en balai dans les premiers Harry Potter, repense Matrix avait fait énormément de taf et clairement ça a réussi à bien vieillir, mais la séquence dans Matrix 2 je crois où t'as Neo qui tourne autour d'un bâton je crois et qui tape et qui court sur les Smiths. Enfin, clairement aujourd'hui tu le vois que c'est un jeu vidéo le truc, tu vois ce que je veux dire, il y a peut-être ce décalage là qui s'est créé aussi. Mais je regarde un bon souvenir. Comment dire, j'en garde un bon souvenir. Alors peut-être pour Matrix parce que Matrix est un bon film, mais après il y a des films je crois aujourd'hui qui sont irregardables et je sais pas si j'en ai un bon souvenir. Enfin tu vois, ouais, souvenir peut-être, mais après aujourd'hui ça laisse pas un truc impérissable. Alors que je sais pas, peut-être qu'il y a ce truc là aussi. Bon, j'avais peut-être est-ce qu'on switch Disney, peut-être c'était pas très intéressant. J'avais proposé de demander, enfin est-ce que il fallait craindre le monopole de Disney sur le cinéma. De toute façon, qu'est-ce qu'il y a de plus ajouté? On voit très bien vers où il précipite le cinéma, vers du cinéma nostalgique, vers du cinéma moyen, bien fait mais pas audacieux. Je pense qu'on en avait déjà discuté un peu finalement l'année dernière. Avec un manque de créativité. Voilà, c'est ça. Manque de créativité. Le fait de pas prendre de risques, c'est un appauvrissement de la créativité, quoi. C'est juste ça tout à fait. Du coup, au final, voilà, on finit par retomber sur nos pieds parce qu'on peut arriver donc à la conclusion. Traditionnellement, nous laissons le mot de la fin. Donc, ce qu'on va faire, non mais on va dire, fais pas tomber les trucs toi derrière. T'as fait, non mais c'est bon, ça va. T'as failli faire tomber le truc. on va juste conclure très rapidement parce qu'on avait déjà dit notre avis général sur l'année 2019 en termes de cinéma. Bon, mais c'était plutôt positif. Je suis ravi d'avoir eu deux films français dans le top, au moins deux, si je dis pas de bêtises. Le Dain et excusez-moi, c'est la bière, Le Chant du Loup. Excuse-moi, c'est la bière. Donc ça c'est extrêmement positif, clairement un cinéma qui s'est tourné vers les questions de contestation sociale et qui est sûrement lié à ce que tu disais avec le fait que le monde n'enchante plus les gens et qu'on a besoin de voir ce genre de personnages et de traitements au cinéma à tel point que finalement même un Joker suffit à rassembler des peuples alors que lui il demandait rien. Bon voilà, mais voilà, d'un point de vue artistique très satisfaisant je pense, année de l'animation aussi comme tu disais. Donc voilà, moi de mon point de vue c'est satisfaisant tout simplement. Oui, moi je tire le même bilan et même moi de 3 films français dans mon top. C'est pas je trouve que c'est important de le souligner, même si c'est quand même très très hollywoodien ce dont on a parlé ce soir. Mais bon, c'est la plupart des sorties en salle sont composées de films qui proviennent des États-Unis, donc forcément on n'est pas à l'abri de se focaliser là-dessus. Mais voilà, pour terminer, très très bonne année 2019. On espère que 2020 ce sera un aussi bon cru. Et puis on vous souhaite une excellente année 2020 en termes de films, en termes de projets perso, créatifs, tout ce qui vous tient à cœur. J'espère qu'on t'a pas entendu. Tu sais que ça enregistre toujours. Hein. Et puis nous on essaye de vous préparer
Non. Non, ça, on avait dit qu'on la ferait pas. On essaie de vous préparer plein de belles choses pour 2020 et on continue à vous proposer du contenu sur la chaîne et on s'arrête pas en si bon chemin. Juste avant, parce que tu vas avoir le mot de la fin, mais justement, je précise là-dessus parce que je voulais vite fait le futur de la chaîne. Donc, on a ce débat qui va sortir, qui vous le verrez certainement courant janvier. On a un Ration de Culture qui est déjà écrit, qui sera présenté par Antonin, qui sera la suite du Ration de Culture sur le rire. On a un épisode d'Explo qui est tourné depuis maintenant presque 2 ans et qu'il va falloir un jour que je monte, mais vous verrez bientôt un teaser qu'on va sortir très prochainement. Donc, vous avez déjà vu, mais voilà, un teaser qui sortira très prochainement. Un Larguer les nanars qui a été quasiment entièrement écrit et après plein d'autres projets dans les cartons à nouveau et qui voilà on va essayer de maintenir notre petit rythme parce que je pense qu'on peut quand même se féliciter d'avoir sorti combien une quinzaine hein une quinzaine de vidéos dans l'année 2019. Ah peut-être que je compte alors depuis septembre peut-être pas de je sais plus mais en tout cas, non, je crois que c'est ça. Enfin, en tout cas, on a sorti quand même un assez grand nombre de vidéos. Et puis surtout, l'année 2019, c'était le lancement de nouveaux projets. C'était le lancement de Des bières et débats. C'était le lancement de Larguer les nanars. Et ça a été l'oubli total d'un truc qui s'appelait Explo, qui était le nom de la chaîne au départ et qu'on a jamais... Donc, on les a, les trucs, mais c'est juste qu'on essaie de faire bien. Et ça, on voulait passer du temps dessus. Et on va faire comme si on était des pros du cinéma, on va faire des reshoots parce qu'on a besoin de peaufiner l'épisode 4, du coup. Mais tout ça sortira en temps et en heure. Et je laisse donc le mot de la fin à notre cher Antonin. Pourquoi c'est moi à chaque fois? Parce que t'as cherché. Hein. tu cherches à devenir un mème alors. C'est pas vrai en plus. J'ai aucune idée. Si, voilà. Ça y est, je l'ai. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis ce soir. Nous étions ensemble, rassemblés pour faire un bilan de l'année 2019 et pour partager nos attentes sur l'année 2020. Il ne me semble pas incroyable que cette soirée ait été appréciable à vos oreilles, puisque je n'ai pas de doute sur le fait que vous nous avez plutôt écouté que regardé. Et je pense que mes deux camarades s'associeront avec moi, que ce fut une année profitable et nous avons vraiment essayé de donner le meilleur de nous-mêmes cette année. Avant de partir, j'aimerais... Ça rejoindra peut-être nos attentes pour l'année 2020, vous révéler une grande vérité. Une grande vérité, quelque part, que bizarrement les gens semblent ignorer, que les gens redécouvrent parfois, dont les gens s'étonnent, alors que quelque part elle est de notoriété publique. Et je voudrais bien que vous y pensiez cette année, parce que ce sera l'année 2020 où certains projets sont portés, où certains projets vont sortir, et il ne faudra pas faire les étonnés à la redécouverte de cette vérité qui pourtant est vieille, cette vérité qui est pourtant ancienne, et cette vérité, mesdames et messieurs, c'est la suivante: Alexandre Astier est de droite. Voilà. Non. Merci. On avait dit pas ça. Oh, le teasing le plus long du monde, putain. C'est à vous. Ah, c'était plus long que d'attendre Kaamelott en 2020. Oh non. Tu peux pas dire des choses comme ça.